Alors, bonjour ou bonsoir selon le moment que vous allez visionner cette conférence qui s'appelle Découvrir les 7 étapes de la réalisation de l'être. Alors, c'est une conférence que j'avais annoncée dans mon mailing list. Donc, ceux qui sont présents de mon mailing list, bien, bienvenue. Et évidemment, je l'ai fait en simultané sur Facebook. Alors, bienvenue aussi pour les gens sur Facebook que je salue tous. Alors, cette conférence-là, bon, évidemment, avant peut-être de me lancer dans la conférence, je vais peut-être me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger. Ça fait quand même j'ai 57 ans, je ne sais plus exactement l'âge, là. Je pense que c'est 57. Et j'ai commencé donc assez jeune, donc ça fait plus de 30 ans que je suis dans la démarche intuitive, donc j'ai jamais cessé de faire des lectures intuitives. Donc ça fait plusieurs milliers de lectures intuitives que je fais sur diverses personnes qui sont dans le besoin, que ce soit au niveau des problèmes de santé physique, énergétique, que psycho-émotionnel ou encore spirituel. Donc, il y a plein de thèmes qui sont touchés à travers tout ça, qu'on va essayer un petit peu d'explorer aussi à l'intérieur de la conférence. Je crois que la conférence n'est pas pour objectif de vous présenter la pleine conscience intuitive, qui est la démarche, la méthode que j'ai développée pour développer les habiletés intuitives, puisque non seulement je suis thérapeute, mais j'ai également donc enseigné pendant longtemps sous le nom de l'écoute imaginaire et maintenant de la pleine conscience intuitive, qui consiste justement donc à utiliser l'imaginaire comme un véhicule permettant de voyager en soi ou vers un partenaire. Alors, cette façon de faire-là, bien évidemment, nous fait découvrir que par le biais de l'imaginaire, on a accès à un genre de langage intuitif et toute une méthodologie de travail qui permet donc d'apprendre à discuter avec les perceptions imaginaires qui se présentent à nous, comme si on pénétrait dans un autre univers que l'univers physique. Les physiciens l'appellent l'univers superlumineux. Cet univers superlumineux-là, finalement, je pense, moi, que selon moi, que l'imaginaire me permet d'accéder à cet univers-là et qu'en interagissant avec les perceptions que j'ai au niveau imaginaire, qu'elles soient visuelles, auditives ou sensitives, je parviens donc à avoir un échange avec une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime la vie, qui m'anime mon corps à moi. Évidemment, si je le faisais sur un partenaire, ce serait l'intelligence qui anime ce corps-là. Si je le fais sur une plante ou un arbre ou un animal, mais c'est de reconnaître effectivement l'intelligence qui anime cette structure-là, hein, physique et vivante. Et c'est ça un peu qu'on découvre à travers la pleine conscience intuitive, qu'il est possible de pouvoir voyager dans la vie et constater que la vie, bien, effectivement, elle est animée par une conscience et que cette conscience-là, bien évidemment, quand on discute avec elle, bien, elle nous transmet de la connaissance. Alors, si je fais un voyage en l'intérieur de moi-même, bien, je vais découvrir que dans mon propre être, dans mon propre corps, il y a une forme de sagesse, il y a une forme d'intelligence qui a envie de communiquer avec moi et me transmettre de l'information. Alors ça, c'est la première étape de la pleine conscience intuitive, c'est d'accéder à la connaissance intuitive. Ensuite, il y a la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va consister justement à interagir avec ces perceptions-là pour leur donner de l'information. L'information qui va leur permettre de se déprogrammer, de se libérer des limitations qui peuvent les animer. Par exemple, je peux me mettre en relation avec, dans mon genou avec une mémoire d'un enfant qui se sent abandonné, qui est moi-même lorsque j'étais enfant. Et je peux donc donner à cet enfant-là tout ce qu'il faut pour qu'il ne se sente plus abandonné. Et à travers cela, bien évidemment, il va se dégager, il va se libérer de ses limitations. Et en faisant cela, bien évidemment, je vais pouvoir donc constater que lorsque cet enfant est libéré de ces limitations-là, bien, il me donne accès à des ressources créatrices, à des potentiels évolutifs qui sont en moi que je n'avais pas été en mesure de contacter auparavant, puisque j'étais trop identifié à la blessure de l'enfance, de l'abandon. Donc, ça va m'amener donc à découvrir effectivement que plus je déprogramme la mémoire qui est en moi, plus je donne accès à de nouveaux signaux, à de nouvelles conceptions de moi-même que je n'avais pas entrevues, qui peut me permettre de me réunifier avec ces énergies vitales-là et à réorganiser mon champ énergétique. Et ensuite, bien évidemment, il y a des techniques de soins qui vont s'ajouter à ça, qui vont permettre donc de rétablir la circulation énergétique. Alors, pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment, sur ma page Facebook, vous avez donc accès à mes sites internet qui est www.thérapie intuitive au pluriel.com, qui est le site qui finalement vous donne beaucoup d'informations sur ce que j'enseigne. Évidemment, sur Facebook, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez visionner également, que j'ai fait, et sur ma page YouTube également. Donc, ceci est pour la petite présentation de ma personne. Évidemment, c'est les questions. Je vois sur ma classe sur la classe virtuelle dans laquelle je suis, hein, sur la salle virtuelle dans laquelle je suis, vous pouvez communiquer avec moi. Puis évidemment, sur Facebook, j'ai mon petit téléphone qui me permet aussi de visionner si jamais des questions, des commentaires qui sont faits. Je pense que je vois tout. Je vais vérifier, voilà. Je vois donc, ouais, donc j'ai pas mal accès à ça. Donc, s'il y a des questions, évidemment, par Facebook aussi, vous pouvez me les faire parvenir. Donc, nous allons commencer donc la conférence.
qui s'appelle donc Découvrir les 7 étapes de la réalisation de l'être. C'est inspiré donc de Deepak Chopra qui avait écrit un livre sur les clés de la réussite, les 7 clés de la réussite, quelque chose comme ça. Et moi, je suis en train d'écrire un livre sur une typologie qui présente finalement, qui a pour objectif de permettre le développement d'un langage intuitif qui va permettre donc de mieux comprendre qu'est-ce qu'on perçoit en tant que thérapeute intuitif. C'est quelque chose que j'ai ressenti le besoin de faire parce que dans le cadre de mes enseignements, bien, souvent, je voyais que les gens avaient comme des besoins de repères pour se sentir plus en confiance avec dans leur démarche intuitive. Et cette typologie-là, bien, finalement, c'est un premier livre qui va sortir sur une présentation d'un nouveau langage intuitif concernant les chakras et l'être humain. Et par la suite, il y aura donc plein de produits plein d'autres projets qui vont venir suivre celui-là, qui vont permettre donc d'enrichir cette conception, cette compréhension-là nouvelle que je propose à travers cette typologie-là, que vous allez découvrir donc un petit peu aujourd'hui. Donc, on est tous des êtres humains, quelque part, qui naissent sur Terre avec cette envie, ce désir justement de pouvoir se réaliser. Et quand je parle de se réaliser, je ne parle pas d'une réalisation spirituelle comme telle, je parle d'une réalisation tout court avec la réalisation d'un couple, la réalisation d'un projet de vie, se réaliser un travail, bon, toute forme de réalisation, quelle qu'elle soit, passe par des étapes. Et les étapes que je vais vous proposer, selon moi, sont des étapes fondamentales que tout être humain doit franchir s'il veut justement parvenir à atteindre finalement cette fameuse réalisation-là. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous présenter. Et je vais vous présenter ça à travers, évidemment, les chakras avec la typologie que j'ai développée. Donc, on va pouvoir faire des liens comme ça. Et évidemment, c'est des questions, des interrogations, ben, vous allez pouvoir m'en faire part tout doucement. Et à la fin de la présentation, ben, je pourrais faire une démonstration avec quelqu'un dans la salle qui en a envie, tout simplement, pour vous présenter un petit peu comment chacune de ces étapes-là, quelque part, se manifeste dans un être humain, puis de quelle façon moi, je peux peut-être l'aider à mieux comprendre, de quelle façon qu'elle peut mieux intégrer chacune de ces étapes-là que je vais vous présenter. Donc, la première chose que j'aimerais donc vous dire, c'est qu'il y a donc 7 étapes de développement humain, et ces 7 étapes-là sont donc reliées aux 7 chakras. Et le premier chakra qui est le bâtisseur, donc c'est pour moi, c'est le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est un être finalement qui naît sur Terre avec cette volonté d'être en harmonie avec le monde terrestre. C'est un être qui a une certaine sagesse, une certaine intelligence. Il comprend la matière naturellement. Il sait quelque part comment un moteur de voiture fonctionne. Il comprend quelque part comment la nature, ou en tout cas, il s'intéresse du moins énormément à comprendre comment la nature fonctionne parce qu'il reconnaît quelque part une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui le fascine et qui le relie à la matière. Parce que le bâtisseur est vraiment un être qui est vraiment relié au monde terrestre et qui a envie de comprendre comment le monde terrestre fonctionne. Et il va donc avoir des talents naturels habituellement pour comprendre cette réalité-là. Parce qu'il va être relativement à l'aise avec le monde terrestre, il va avoir envie donc de le comprendre, il va avoir envie de le cerner, puis il va avoir une forme d'intuition, je dirais, naturelle pour comprendre comment fonctionne ce monde terrestre-là. Donc, le bâtisseur a compris que, par exemple, si on pense à un agriculteur a compris, lui, que pour avoir des légumes, pour avoir des fruits, il y a tout un processus à faire parce qu'il étudiait la nature, il a compris comment elle fonctionnait et il a compris quelque part qu'il fallait faire certaines étapes pour parvenir à atteindre l'objectif d'avoir des fruits et des légumes, par exemple. Donc, la première loi, en fin de compte, la première règle, la première étape finalement pour la réalisation de soi, c'est cette fameuse conception de moi, je suis là et si je veux réaliser un projet, je dois reconnaître que j'ai un potentiel en moi et ce potentiel-là, je peux apprendre à bien l'utiliser. Par exemple, un agriculteur qui veut avoir des fruits et des légumes va devoir envisager que pour pouvoir arriver à cet objectif-là, il va devoir avoir compris les étapes pour atteindre finalement cet objectif-là, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, des légumes dans son jardin, et il va devoir finalement suivre des étapes pour pouvoir le faire le plus efficacement possible pour qu'à la fin, lorsque le moment sera venu, ben, il puisse récolter ce qu'il aura semé. Alors, là, évidemment, c'est un exemple avec l'agriculture, mais évidemment, on comprend ici que chacun d'entre nous, nous sommes tous confrontés à ce bâtisseur qui est en soi, parce qu'on a tous un bâtisseur en soi, et le bâtisseur, mais c'est celui justement qui a les 2 jambes bien ancrées sur le sol, les 2 pieds bien ancrés dans la terre, et qui se relie donc à l'énergie de la Terre, puis se dire, ben voilà, je suis là aujourd'hui, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me réaliser? Chopra parlait de pure potentialité, dans le sens que je suis effectivement dans une position où tout est possible, en quelque part, à ce moment-là. Quand j'ai mes 2 pieds ancrés au sol,
tout est possible dans la mesure que moi, je vais faire des actions dans le monde tangible et ces actions-là vont me permettre ou pas de me réaliser, de réaliser quelque part ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, la première étape là, qui est reliée donc au bâtisseur, c'est justement de bien cerner quelque part c'est quoi que j'ai envie de mettre au monde et de quelle façon que je vais aussi le mettre au monde, ce que j'ai envie de réaliser. Donc, c'est important ici de bien comprendre que pour parvenir donc à réaliser ce projet-là, ben, il va falloir effectivement que je sois capable de reconnaître qu'en moi, il y a quelque chose qui m'allume, il y a quelque chose qui m'excite, il y a quelque chose qui valorise mon être et qui fait que je vais avoir envie de m'investir vers l'extérieur. Alors, c'est ça un petit peu que le bâtisseur va mettre en lumière. Puis moi, ce que je vous inviterais à faire, si vous en avez envie, c'est de prendre un petit papier puis un crayon et de définir entre 0 et 100% comment vous vous situez, vous, par rapport à ce pur potentiel. Comment vous vous situez par rapport au bâtisseur, par rapport à cette capacité que vous avez d'identifier quelque part quand dans vous, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui vous allume, et de quelle façon que ce qui vous allume, vous avez envie de le manifester, de quelle façon que vous avez envie de vous réaliser. Et puis, de quelle façon que vous avez pu identifier, vous, que dans votre vie, avez-vous vraiment été en mesure de reconnaître ce potentiel-là, puis avez-vous été en mesure de reconnaître un bon plan d'action pour arriver à cette réalisation-là. Donc, ça serait intéressant de prendre le temps de définir entre 0 et 100%, 0 étant vraiment nul, hein, c'est vraiment on n'est pas du tout parvenu à faire ça, et 100%, bien évidemment, un sentiment de réalisation, d'être parvenu à vraiment répondre à ce pur potentiel qui est en soi, puis à développer un bon plan d'action pour pouvoir le réaliser. Parce que le bâtisseur, justement, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui crée dans la matière. Donc, c'est quelqu'un qui part de zéro et qui reconnaît quelque part qu'il a une envie de faire quelque chose. Et parce qu'il a envie de faire quelque chose, ben, il se permet donc de le réaliser. Puis, il ne le réalise pas habituellement n'importe comment, le bâtisseur, parce qu'il a compris, lui, comment la nature fonctionnait. Donc, il va chercher à faire les choses en harmonie avec la vie, pour que le projet en question puisse se réaliser le plus efficacement possible. Alors, je pense que c'est ça, quelque part, qui va être la marque de cette première règle-là, hein, finalement, c'est que moi, j'ai reconnu que j'avais un potentiel qui m'allumait, qui m'excitait, qui me donnait envie. Et parce que j'ai envie donc de le mettre en action. Et la façon que je vais le mettre en action, bien évidemment, je peux le faire de bien des façons. Et c'est certain que la façon la plus juste possible, mais c'est celle qui va m'atteindre les meilleurs résultats. Je vous donne un exemple de ça parce que le bâtisseur, c'est la version équilibrée hein, du chakra racine. On pourrait dire, par exemple, qu'une version qui est perturbée, qu'on pourrait qualifier d'hyperactive, par exemple, qui serait plus davantage un bâtisseur accumulateur, matérialiste. Alors, le matérialiste, lui, évidemment, devant ce peu potentiel-là, bien, lui, qu'est-ce qu'il va voir? C'est la possibilité d'accumuler de la matière. Donc, c'est quelqu'un qui a un chakra racine qui va être très, très actif à ce moment-là et qui va se dire, ben voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est de m'accumuler, accumuler dans la matière, parce que c'est comme ça que ça va me donner le sentiment, moi, que je ne suis pas abandonné. Parce qu'il faut savoir que le bâtisseur, la blessure émotionnelle qui l'anime, c'est l'abandon. Parce que justement, quand on est sur Terre, ben, quelque part, bien souvent, on va se retrouver dans une position où on se sent abandonné. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas se sentir comme accueilli par les parents comme on l'aurait souhaité. C'est une expérience qui est douloureuse, la naissance. Hein? Donc, le bâtisseur peut quelquefois se retrouver dans une expérience d'abandon. Et devant cette expérience d'abandon-là, celui qui est hyperactif va mettre beaucoup d'énergie dans son chakra racine, beaucoup de conscience dedans, pour se dire, je ne veux pas être abandonné. Et qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas être abandonné? C'est qu'il va constamment chercher à combler son vide, pourrait-on dire ça comme ceci, par une accumulation matérielle. Et cette accumulation matérielle-là, bien évidemment, on le comprend que quelqu'un qui se retrouve avec un potentiel en lui, qui a une volonté d'accumuler, bien, il risque de s'éloigner de son essence fondamentale, de sa volonté de construire en harmonie avec sa nature, parce que celui qui est matérialiste, bien, il va chercher à lui à construire, à s'accumuler, à avoir des biens, etc., sans tenir compte justement des règles à quelque part que lui-même reconnaît comme étant fondamentales, qui sont associées donc aux lois de la nature. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour Manuela. Ah oui, le bâtisseur, j'en avais besoin de celui-là. Oui, effectivement, c'est peut-être bien possible de ton côté pour toi, Manuela, que tu as besoin du bâtisseur. Donc ça, c'est pour le bâtisseur donc matérialiste ou qui est hyperactif. Puis évidemment, on peut constater que le chakra racine peut aussi être peu habité. Alors quand il est peu habité, ben c'est quelqu'un qui va souvent, ça va s'apparenter à quelqu'un qui va faire
comment dire, la simplicité volontaire. La simplicité volontaire, c'est quelqu'un qui va partir du principe qu'on n'a rien de besoin dans la matière. Hein, il n'y a rien d'essentiel. On va fonctionner avec la simplicité volontaire dans le sens de dire, ben voilà, moi je veux vivre dans une maison très modeste, j'ai pas besoin de voiture, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela, j'y vais avec le strict minimum. C'est ça être la simplicité volontaire, c'est un choix de vie où on se dit, ben moi j'ai pas envie de devenir dépendant de la matière, j'ai pas envie de devenir abusé par la matière, pourrait-on dire. Donc j'ai envie quelque part de me retirer et de prendre le minimum de choses que j'ai besoin pour fonctionner et être libre en quelque sorte. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. Donc, vous voyez que ce peu potentiel, justement, le bâtisseur, lorsqu'il est équilibré, il va être capable d'assumer sa grandeur, il va être capable de se donner les meilleurs moyens pour réaliser ce qu'il veut atteindre. Mais évidemment, dans un cas de l'hyperactivité, il va y avoir de l'excès. L'excès, bien évidemment, c'est un reflet de la société. On reconnaît aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'excès. Par exemple, quand on regarde l'environnement, la croissance constante et continue économique qu'on envisage, nous, en tant que société. On ne peut pas concevoir qu'il n'y a pas de croissance économique. Donc, alors qu'on est en train de gaspiller beaucoup, beaucoup de ressources naturelles, etc., sur la planète Terre, et on continue, et on continue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas développé une autre vision d'un système économique que celui-là. On a juste cette vision-là, tout simplement, qui est présente. Et on continue constamment, donc, à s'y investir. Alors, donc, vous voyez que le bâtisseur hyperactif, qui est donc le matérialiste, c'est quelqu'un, quelque part, qui reflète énormément ce qu'on retrouve dans la société actuelle, c'est-à-dire des gens qui ne respectent pas la nature et qui vont chercher justement tout le temps, développer une croissance économique sans tenir compte justement du gros bon sens, sans tenir compte est-ce que c'est vraiment essentiel que cette croissance économique ou ce matérialisme que j'ai envie d'avoir, est-ce qu'il est vraiment essentiel dans ma vie? Alors, vous voyez, ça, c'est une façon de se perdre un petit peu dans la nature. La nature du bâtisseur se perd un petit peu dans l'hyperactivité. Alors que dans l'hypoactivité, celui qui est la simplicité volontaire, mais celui effectivement qui va choisir, lui, de ne pas vouloir justement devenir dépendant de la matière. Donc, il va devenir quelqu'un qui va fonctionner avec le minimum. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va mettre peu d'énergie dans son chakra racine. Donc, si vous avez envie, bien évidemment, vous pouvez reconnaître, vous, où est-ce que vous vous retrouvez dans les... de 0 à 100, comme je disais tantôt, tant dans le bâtisseur équilibré, face à cette idée du pur potentiel qu'il a, et ensuite, bien évidemment, regardez pour l'hyperactif et l'hypoactif que je viens de vous présenter. Alors là, je ne sais pas si c'est une question, c'est Manuel qui me dit « Et quand on s'est créé et que l'univers ne répond pas? » Bien évidemment, c'est là qu'on comprend quelque part que l'univers, quand il ne nous répond pas, il y a peut-être justement une question à se poser par rapport à cette idée que l'on s'est créé. Parce que lorsqu'on s'est créé, on devrait justement avoir l'univers qui nous répond. Alors, si l'univers ne nous répond pas, c'est parce que l'univers est en train de nous transmettre un message. Dans le fait qu'il ne nous réponde pas. C'est-à-dire que l'univers nous répond finalement à travers un message qu'on ne veut pas entendre. Parce qu'évidemment, si on se dit, ben moi je crée et que l'univers ne me répond pas, c'est que l'univers me répond dans cette non-réponse, c'est-à-dire dans cette impression que j'ai qu'il ne me répond pas. Et c'est là quelque part qu'on doit se rappeler que la loi d'attraction est une loi qui nous met en évidence un peu l'idée qu'on peut tous devenir riches, par exemple. Hein. L'idée américaine de la loi d'attraction, c'est de se dire, ben voilà, il faut penser positif, puis on va avoir plein de positifs dans notre vie, par exemple. Là, je fais ça un peu caricaturalement, mais il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça comme ça pendant longtemps. Hein. Et la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle met en évidence aussi? C'est cette idée que moi, j'ai un champ énergétique et que j'émets de l'information. Cette information que j'émets, par exemple, si je suis convaincu d'être un créateur, mais qu'en même temps, j'ai en dedans de moi des dimensions qui sont pauvres, que je ne peux pas accéder à la prospérité parce que j'ai des mémoires dans moi qui me relient à la pauvreté, ben c'est bien évident que la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle va me mettre dans ma route, c'est des expériences de vie qui vont m'obliger à devoir finalement comprendre que j'ai beau vouloir réaliser quelque chose, que je n'y arrive pas, donc je vais devoir porter mon attention vers moi et aller voir ces mémoires de pauvreté qui sont en moi pour faire un travail. Donc, vous voyez que la loi de l'attraction c'est un bel éducateur, finalement, qui nous enseigne justement à porter humblement de l'attention vers soi pour découvrir qu'effectivement, on a beau nous émettre quelque chose vers l'extérieur, si la loi de l'univers nous renvoie quelque chose qui est en désaccord avec ça, bien, on doit certainement se poser des questions, puis certainement commencer à se rendre réceptif à ce que l'univers nous transmet, parce que l'univers, c'est l'enseignant qui nous fait comprendre que nous, on doit apprendre justement à se libérer, disons, de certaines convictions, en quelque part. Moi, j'ai beau dire que je suis un créateur, si la vie ne me transmet pas un message significatif, c'est donc dire que je dois le remettre en question.
hein, cette idée que je suis un créateur, puis de commencer à aller voir les blessures qui sont en moi pour peut-être justement me construire puis me bâtir. C'est un petit peu ce que je répondrais par rapport à ça. OK, donc oui, bien sûr que là, vous allez sans doute vous retrouver dans le hypo et hyper. Alors moi, je vous dirais justement que ce serait intéressant pour vous de vous situer entre 0 et 100 pour arriver à être un petit peu plus capable de vous localiser dans chacune faire un genre de petite lecture de vous-même, finalement. C'est ça un petit peu que ça peut être intéressant de faire pour vous faire participer et vous amener donc à une réflexion sur vous-même. Donc, la première étape de la réalisation de soi, hein, pour revenir là-dessus, c'est le bâtisseur qui est 2 pieds sur le sol, les 2 jambes bien debout et qui reconnaît quelque part qu'il y a un potentiel qui est en lui. Ce potentiel-là, évidemment, il n'y a rien qui c'est virtuel. C'est-à-dire que j'ai un potentiel, je reconnais que je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, et maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? De quelle façon je vais le faire? C'est là qu'on commence à reconnaître justement que ce pur potentiel nous met en relation donc avec cette fameuse intelligence que le bâtisseur a, hein, qui nous relie donc à la matière. Je veux me réaliser dans la matière. De quelle façon que je vais prendre un chemin dans la matière qui va me permettre de me réaliser dans la matière? Alors, c'est ça la question fondamentale qu'on a à se poser, hein, dans cette première étape-là, parce que c'est l'étape finalement qui débute toute chose, hein. C'est-à-dire que quand j'ai un projet, la première chose que je dois faire, c'est de reconnaître que j'ai envie de faire quelque chose. C'est un potentiel. Et ce potentiel-là, ben, quelque part, j'ai plusieurs voies possibles pour pouvoir le réaliser. Quelle sera la voie la plus valable, la plus intéressante, la plus enrichissante pour moi? Et c'est là, quelque part, qu'on doit faire des essais-erreurs. Puis on doit aussi être attentif. On va voir qu'il y a d'autres règles, d'autres étapes qui vont nous permettre aussi de rendre ça encore plus fin, l'analyse que je suis en train de vous proposer. Donc, si vous voulez bien, on va passer donc à l'étape 2, hein, donc l'étape 2 de la réalisation de soi, qui est donc reliée au communicateur, qui est le chakra sacré. Et le chakra sacré, qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'est que le communicateur, lui, bon, le bâtisseur qui naît sur Terre, donc avec ce sentiment donc d'être à l'aise dans le monde de la matière, puis d'en comprendre les secrets, en quelque sorte, le communicateur, lui, est davantage relié à son identité, à sa conscience. Donc le communicateur porte un regard vers lui-même, dans lequel il va reconnaître qu'il est fondamental, en tant qu'être humain qui naissons sur Terre, de nous comprendre. Donc, la première chose que le communicateur va chercher à faire, c'est d'abord avant tout d'avoir un contact avec lui pour comprendre comment il fonctionne. Alors, on sait tous qu'on fonctionne différemment, même si on est tous des êtres humains, on a des particularités, on a des distinctions, je dirais, en tant qu'être humain. Il y a certains d'entre vous qui allaient me dire, ben voilà, moi, dans telle situation, je réagis de telle façon, tel autre humain va dire, ah ben non, moi, je réagis de telle autre façon, et ainsi de suite. Alors, on est tous différents et en même temps, on est tous similaires. Et ces différences-là vont nous amener à quoi? Ils vont nous amener à nous dire, mais pourquoi moi, je suis différent? Alors, c'est là qu'on va apprendre à s'accepter, à s'accueillir dans nos différences, en comprenant qu'on a des personnalités qui ont des couleurs qui sont les nôtres. Et à travers ça, bien évidemment, le communicateur va apprendre, donc, justement, par la connaissance de lui-même, à s'accueillir et à s'accepter. Puis, l'intérêt du communicateur, c'est, d'une certaine façon, d'accepter et d'accueillir aussi son entourage. C'est pas quelqu'un qui va vouloir justement juger les autres, il va vouloir au contraire être vrai avec lui-même et proposer une vérité, une relation véritable avec les autres. Donc, la zone de partage pour le communicateur, c'est tout à fait naturel. Ce que j'appelle une zone de partage, c'est que moi, en tant qu'être humain, j'ai envie de partager avec un autre être humain. Et ce partage-là, c'est un espace virtuel, on peut l'appeler comme ça, entre moi et l'autre personne. Et cet espace virtuel, c'est ce qui va faire que je vais pouvoir échanger avec une personne ou pas. Alors, si je n'échange pas avec une personne, ben, c'est parce qu'il n'y a pas de zone de partage. La zone de partage, c'est 2 espaces, hein, c'est 2 êtres humains qui se rencontrent et qui créent un espace commun qui vont pouvoir échanger et partager quelque chose entre eux. S'il n'y a pas de zone de partage, bien, c'est 2 êtres humains qui se rencontrent, mais qui n'ont pas de partage, tout simplement. Il n'y a pas d'échange qui s'effectue. Donc, le communicateur, c'est ça, la fonction de ça. Et quand on veut se réaliser en tant qu'être humain, c'est bien évident que quand on pense au communicateur, la deuxième clé que Deepak Chopra parlait dans son livre, c'est le don de soi. Et quand on y pense, le communicateur, finalement, c'est quelque chose d'inné pour lui, puisque lui, son envie, c'est d'être vrai avec lui-même. Donc, d'une certaine façon, il partage avec lui des zones intimes de vérité, parce qu'il y a des gens, je dis, ils partagent parce qu'il y a bien des êtres humains qui ne partagent pas avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, juste dans la tête, ils ne vont pas être connectés avec l'ensemble de leur corps. Ils n'ont pas de zone de partage. Et on sait, dans la pleine conscience intuitive, je le sais parce que moi, dans mon expérience de vie et dans les expériences de vie avec plein de gens que j'ai rencontrés, on sait qu'on a beau avoir une certaine conscience de soi, quand on commence à faire des lectures intuitives des champs énergétiques d'une personne, on se rend bien compte qu'il y a des gens, quelque part, qui sont conscients d'un certain pourcentage d'eux-mêmes, puis il y a un gros pourcentage dont ils ne sont pas conscients.
Donc, cette idée de pouvoir explorer son être à l'intérieur de soi-même, puis de découvrir qui on est, c'est un travail d'une vie, en fin de compte. Et que ce don de soi, mais c'est un don de soi que je fais avec moi-même quand je me donne la permission de développer cette vérité avec moi-même. Et quand je commence à reconnaître ce don de soi, c'est-à-dire que à partir que je suis vrai avec moi, j'ai donc des choses à offrir, j'ai des choses à proposer, j'ai des choses à donner. Quand je dis donner, ce n'est pas nécessairement de la matière dont je parle, c'est un don de soi. J'ai de l'énergie en moi et j'ai envie de la partager. Et qu'est-ce que je vais avoir envie de partager? Mais c'est mes passions, c'est mes envies, c'est mes intérêts, c'est mon plaisir, c'est ma joie. Alors, bien sûr que vous allez me dire, oui, mais je pourrais partager autre chose, je pourrais partager ma tristesse, je pourrais partager ma dimension sombre, mon côté négatif, etc. Bien sûr. Mais dites-vous bien que quand on veut quelque part collaborer, communiquer, avoir des zones de partage puissantes avec les êtres humains, bien sûr qu'on peut vivre la tristesse, on peut vivre plein de choses plus difficiles avec des gens. Mais bien sûr que ce qui va faire que des gens vont avoir envie de partager avec nous plein de choses, c'est parce qu'ils vont vivre du plaisir avec nous. Ils vont vivre des choses extraordinaires avec nous. Alors, dites-vous bien quelque part que le don de soi repose sur quoi? Il repose sur le fait que moi, je suis vrai avec moi et je suis vrai avec les autres. Et je suis vrai avec les autres parce que j'ai envie, moi, quelque part, de partager avec eux quelque chose d'agréable. Le communicateur, c'est un relationnel. Le relationnel, c'est il a envie de rencontrer quelqu'un, il a envie de créer une zone de partage, puis il a envie d'avoir du plaisir avec cette autre personne-là. Quand je dis plaisir, c'est pas superficiel. Un plaisir, quelque part, c'est d'être vrai et que l'autre personne soit vraie et qu'on puisse partager quelque chose de vrai ensemble. Alors, c'est là qu'on comprend quelque part que ça peut se vivre, ce don de soi-là, de quelle façon? Ça peut se vivre dans un contexte familial, ça peut se vivre dans un contexte amoureux, ça peut se vivre dans un contexte amical, ça peut se vivre dans un contexte professionnel, ça peut se vivre à tous les niveaux. Alors, donc, ce don de soi, c'est que plus je donne, hein, cette règle-là, ce qu'elle dit, c'est que plus je donne et plus je reçois. Alors, et quand je dis je donne, je ne suis pas en train de dire je donne d'une façon où je me prive de quelque chose. Je n'ai pas envie de me priver de quelque chose quand je donne. J'ai envie, à quelque part, de donner ce que j'ai d'excitant à donner, ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir de partager. Et la personne qui est à côté de moi, ben, elle a du plaisir à partager avec moi. Et parce qu'elle a du plaisir, bien évidemment, on a envie de partager davantage et on partage avec d'autres gens, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que, quelque part, cette idée du don de soi, c'est quelque chose de vraiment important parce que ça veut dire qu'on crée un réseau. Alors, que ce soit au niveau familial, professionnel, amoureux, amical, un réseau, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de personnes avec lesquelles on partage quelque chose. Et plus on partage quelque chose avec beaucoup, beaucoup de monde, bien évidemment, on crée quelque part un réseau. Un réseau, c'est un réseau de partage. Moi, je suis avec quelqu'un, je partage avec quelqu'un, ce quelqu'un-là partage avec l'autre, et ainsi de suite. Et là, finalement, on devient comme une genre d'équipe, on devient comme une communauté en quelque sorte. Et ça, on le retrouve beaucoup actuellement dans l'Internet. Entre autres, les grands influenceurs ont été capables justement de créer ces zones de partage-là. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se retrouver dans la maison d'une personne par le biais de vidéos, YouTube, etc., et dans lesquelles ils ont pu partager, eux, ce qu'ils avaient à communiquer, qui était leur vérité. Et cette vérité-là a pu résonner chez d'autres êtres humains qui les visionnaient et se dire, ah ben oui, cette vérité-là me plaît bien. Et c'est comme ça qu'on a pu justement, qu'il a pu avoir une genre de communauté qui s'est formée. Alors vous comprenez ici que cette réalisation de soi, quelque part, passe donc par ce potentiel qui est en moi et par cette capacité que j'ai d'échanger, de partager avec les gens. Et que plus je partage, bien, plus je peux avoir une influence plus importante sur une communauté et qui va me donner l'opportunité justement de pouvoir sentir quelque part que je suis en train de réaliser une mission qui est en moi, qui est celle de partager quelque chose. Donc ça, c'est une étape quand même très importante. Et comme je disais tout à l'heure, donc évidemment, c'est l'expression équilibrée, je dirais, du communicateur. Puis évidemment, il peut y avoir aussi des versions plus déséquilibrées. Il y en a plusieurs, en fin de compte. Je n'en présente que deux aujourd'hui pour vous amener à une réflexion par rapport à ça. Donc, le communicateur, lorsqu'il est hyperactif, par exemple, c'est-à-dire que, pourquoi il devient hyperactif? C'est qu'il y a eu une blessure émotionnelle qui se vit. La blessure émotionnelle qui se vit chez le communicateur, c'est le rejet. Le rejet, évidemment, c'est comme je suis très relationnel, j'ai envie de zones de partage. Mais si, effectivement, quelqu'un ne veut pas avoir de partage avec moi, il va me rejeter. Et dans le rejet, ben, je vis effectivement une certaine perturbation dans mon fonctionnement de mon chakra sacré qui va entraîner donc une hyperactivité ou une hypoactivité. L'hyperactivité, c'est une réaction où je mets beaucoup d'énergie dans mon chakra sacré pour, évidemment, ne pas vivre le rejet. Alors, qu'est-ce qui va en résulter?
c'est que je vais devenir en quelque sorte un manipulateur. C'est des caricatures que j'utilise avec les mots. Hein. Le manipulateur, qu'est-ce que c'est? C'est celui, quelque part, qui a compris que le seul moyen pour lui de ne pas être rejeté, c'était d'influencer les autres en les manipulant, en essayant de les convaincre de quelque chose. Un exemple de ça, c'est un vendeur. J'entre dans le magasin, j'ai pas rien de besoin, mais le vendeur, lui, a des besoins, qui est de vendre quelque chose, et il va réussir par la manipulation, par la conviction, par l'intensité, quelque part, par plein de stratégies, à me faire vendre, à me faire acheter quelque chose. C'est un exemple caricatural que je donne, mais pour faire comprendre que le manipulateur, finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement authentique. C'est quelqu'un, justement, qui a compris quelque part que l'authenticité, c'était quelque chose de beau, mais ce n'était pas quelque chose qui était nécessairement intéressant pour obtenir ce qu'on voulait. Alors, lui, il va donc utiliser les subterfuges pour y parvenir. Un exemple qu'on retrouve dans la société qui est très, très aisé à comprendre, hein, c'est la publicité. La publicité, quelque part, on en voit régulièrement sous toute forme. Et il n'y a personne qui va nous dire, ben voilà, j'ai un produit à vous vendre, il est nul à chier, ne l'achetez pas. Hein, en général, la publicité, elle est faite pour justement essayer de nous vendre quelque chose qui n'est pas nécessairement utile. Nécessairement, hein? On va vouloir vendre quelque chose parce qu'on veut vendre quelque chose, parce qu'on croit qu'on peut faire de l'argent avec, etc. Il y a toute cette notion, évidemment, on vit dans une société de consommation excessive dans laquelle on vit dans l'idée quelque part qu'il faut une forme de croissance pour tout le monde, en fin de compte, et c'est ça qui fait qu'il y a une espèce de jungle qui en est résulté, hein, dans lequel tous les êtres humains essayent de se convaincre qu'ils ont leur place, et les manipulateurs, c'est notre communicateur en nous, on est tous dans l'esprit du communicateur. Idéalement, on pourrait tous dire qu'on a tous envie d'une authenticité, d'une vérité. Par contre, on est tous très à l'aise avec le mensonge. La publicité en est un exemple, la politique en est un autre. On retrouve énormément de mensonges dans la politique et dans plein d'autres domaines. Et face à nous-mêmes, on est plein de mensonges avec nous-mêmes, plein de mensonges avec les autres aussi. Hein. Donc, on est toujours confronté à devoir réfléchir sur cette forme de sincérité, d'authenticité que l'on cherche à développer, qui est fondamentale et qui n'est pas si facile que ça à développer. Oui, alors Manuel qui me dit, oui, mais si le deuxième chakra communicateur n'est pas conscient de son hypoactivité, difficile de passer au partage. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est là que je vais arriver donc à l'hypoactif, puis je vais revenir sur ta question. Donc, l'hypoactif, évidemment, c'est ce que j'appelle l'hypersensible. Alors, l'hypersensible, c'est celui, quelque part, qui a énormément de sensibilité. Par exemple, quelqu'un qui le regarde, il se dit, oh, il me regardait avec des yeux, puis je ne suis pas sûr que c'est des yeux gentils, je suis certain que cette personne-là ne doit pas être gentille, elle doit m'en vouloir, elle doit être en colère contre moi, etc. Et là, vous voyez, l'hypersensible, c'est celui qui garde un état de lui-même et qui capte beaucoup de choses, mais ce n'est pas toujours vrai. Hein, c'est un hypersensible. Donc, l'hypersensibilité fait que parce que je me suis senti rejeté, il est facile pour moi de revivre le rejet. Donc, quelqu'un me regarde avec des yeux qui ont l'air pas tout à fait gentils, j'ai l'impression qu'il vient de me rejeter, qu'il ne m'aime pas, et je vais me renfrogner sur lui, puis je vais finalement plus aller voir cette personne-là. Ou d'autres circonstances où on est toujours un petit peu dans une position où on adopte la position du rejet nous-mêmes en étant cette hypersensibilité qui fait que finalement on s'éloigne, on se distancie de l'entourage. C'est une réaction qui va résulter donc de l'hypoactivité. Là, Manuela qui me disait, oui, mais si le deuxième chakra communicateur n'est pas conscient de son hypoactivité, difficile de passer au partage. Alors, il y a eu plusieurs moyens de pouvoir arriver à développer une attention différente par rapport à ça. La première chose que je dirais par rapport à cette question-là, Manuela, c'est que l'observation. Alors, être témoin de soi. Témoin de soi dans la pleine conscience intuitive, il y a toute une démarche, tout un protocole pour arriver à développer son intuition, peut être capable d'être témoin, peut être capable d'aller chercher l'information et de découvrir, conscientiser des choses qui n'étaient pas conscientisables. Maintenant, si on ne parle pas tout de suite de cette démarche-là, on démarche simplement d'observation. J'ai un journal intime et j'observe. Je m'observe. Je prends de la hauteur et je me regarde. Je me regarde fonctionner dans ma vie. Comment je fonctionne dans ma capacité de communiquer? Est-ce que je communique adéquatement? Est-ce que je suis capable de communiquer en toute authenticité avec moi-même? Pour commencer, est-ce que je suis capable d'être authentique avec les autres? Donc, l'état d'hypersensibilité du chakra sacré hypoactif, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, c'est qu'il va avoir de la difficulté. Il va être capable de se dire plein de choses à lui-même. Cet hypersensible-là, il a une forme d'ouverture envers lui-même très grande par son hypersensibilité. Sauf que le danger de cette hypersensibilité-là, c'est qu'il va se raconter plein de trucs qui vont justifier le fait qu'il n'ira pas vers l'autre. Alors, vous voyez que le don de soi, il n'est pas un don de soi, l'hypersensible. C'est quelqu'un qui a complètement, au contraire, pris le temps de garder en dedans de lui une émotivité extrême et ne pas la communiquer, ne pas la partager.
Hein, par exemple, si je vois la personne qui m'a regardé avec des drôles de yeux et lui demande, écoute, il dit, moi je suis hypersensible, puis j'ai eu l'impression que tu m'en voulais parce que ton regard m'apparaissait un peu jugeant, je me suis senti mal. Là, j'en parle, ça me rend un peu mal à l'aise, mais je voudrais vérifier avec toi comment, c'est quoi ce regard-là. Et là, la personne ben, peut nous dire, ben non, écoute, c'est pas du tout ça, je suis un peu fatigué. Bon, évidemment, vous voyez, on parle d'une forme de relation où on cherche à se sortir, en quelque sorte, de cet état de fermeture, d'inhibition, pour élargir notre champ de conscience, pour être capable de créer des zones de partage. Et c'est la zone de partage qui est fondamentale là-dedans, Manuel-là. La zone de partage, elle se fait à travers la vérification et la communication et l'échange. Ça demande une forme d'humilité, ça demande une certaine forme de confiance, ça demande un tas de choses à quelque part. Puis c'est certain que le don de soi, quand on a vécu des blessures émotionnelles comme le rejet, par exemple, mais ça demande donc un apprentissage pour pouvoir le faire. Mais je pense que si on s'accompagne, on se donne la permission de comprendre l'objectif qu'on se donne, parce que le chakra sacré, l'objectif qu'il se donne, c'est quand même d'être authentique avec lui-même. Donc déjà être authentique avec soi, c'est déjà pas mal. Si je suis vrai avec moi, maintenant, si je suis vrai avec moi, est-ce que je suis capable d'être vrai avec les autres? Et c'est ça la zone de partage. Et c'est ça qui va faire que le don de soi va créer cette fameuse ramification dont on parlait tantôt. C'est cette capacité que j'ai d'échanger avec plein de gens, parce que je crée ces zones de partage avec plein de gens. C'est là que je crée une ramification euh, énergétique avec ces gens-là, et c'est là qu'une communauté peut se créer, finalement. Et c'est ça un petit peu, je pense, qui est important de bien cerner. Puis évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, prenez le temps de définir de 0 à 100% le communicateur équilibré, où est-ce que vous vous situez, le communicateur hyperactif, le communicateur hypoactif, comment vous situez entre 0 et 100%. Ça va vous permettre déjà d'aller chercher des informations sur votre capacité justement à créer cette volonté que vous avez d'être dans le don de soi. Donc, puis le don de soi, finalement, une chose qui est importante, finalement, c'est que le don de soi, c'est une forme de générosité. Je peux rencontrer des gens, dans mon hypersensibilité, me sentir rejeté par eux, mais je peux aussi reconnaître que ces gens-là, je les aime. Donc, au lieu de me rejeter et de dire je ne me sens pas aimé par ceux que j'aime, d'aller les voir et leur dire je t'aime. Déjà, vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire que je me donne. Et si je dis à ces gens-là, je les aime, je suis dans une position où je me mets, entre guillemets, en danger. C'est-à-dire que je me mets dans une position où j'ouvre mon être à qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Donc, je suis dans une authenticité avec moi et je suis dans une authenticité avec les autres. Qu'est-ce qui va en résulter? Il y a de fortes chances que parce que je dis à ces gens-là que je les aime, que je crée une relation avec eux. Une zone de partage. Et c'est cette zone de partage qui va me permettre donc de créer cette fameuse notion de communauté qui va faire que je vais me sentir justement porté, non pas par moi seul au monde, mais par une communauté qui va nourrir à quelque part qui je suis, parce que je vais me sentir justement habité par leur présence. Alors c'est ça un peu que cette deuxième étape-là. Donc, si vous voulez bien, on va passer à la troisième étape de la réalisation de l'être, qui est l'action-réaction. Alors, qu'est-ce que c'est que l'action-réaction? C'est relié au guerrier. Le guerrier, c'est le chakra solaire. Le guerrier, qu'est-ce que c'est? C'est un être humain qui est un leader, pour commencer. Un être humain qui, donc, s'est développé en tant qu'adulte, comme conscient d'une certaine forme de puissance qu'il avait pu développer, que ce soit une puissance physique, par exemple. Je suis plus fort que toi, donc tu vas devoir être dominé par moi, tu vas devoir accepter de faire ce que je te demande de faire. Ça, c'est une forme de pouvoir qu'on retrouvait dans les temps grégaires, pourrait-on dire, et qu'encore aujourd'hui, on retrouve quand même, je pense, entre autres, j'ai vu souvent des articles qui parlaient d'intimidation dans les écoles, par exemple. Donc, la puissance physique peut être une source d'intimidation, et je suis plus fort que toi, et si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, ben, je vais te faire du mal. C'est une forme de puissance physique, de pouvoir qu'on cherche à manifester. Il y a évidemment des gens qui, les parents, par exemple, ont un certain pouvoir dans la famille, puisqu'ils ont un rôle à jouer d'éducateur, et ils ont un rôle aussi également de gestionnaire, de comment créer une genre d'organisation sociale à l'intérieur de la famille pour qu'elle puisse fonctionner adéquatement. Donc, encore là, il y a une forme de pouvoir là-dedans aussi. Le roi, il y a des gens qui naissent avec des pouvoirs, comme les gens qui naissent rois, par exemple, ont des pouvoirs qui leur sont donnés, qui leur permettent donc de manifester, d'incarner une certaine puissance. Il y a des gens qui vont effectivement développer des professions dans lesquelles ils vont avoir des zones, des pouvoirs qui vont en résulter, qui vont leur donner aussi l'opportunité de manifester une force et un pouvoir. Il y a des gens également, maintenant, aujourd'hui avec Internet, les influenceurs sont des gens aussi qui sont capables d'influencer aussi des communautés, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, vous voyez que le guerrier, c'est finalement un être de pouvoir
qui va, dans le sens équilibré du terme, ne va pas chercher à dominer les gens d'une façon inutile. Le guerrier reconnaît qu'il est fort, il reconnaît qu'il a besoin d'être avec d'autres êtres humains pour être encore plus fort, et dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est davantage de collaborer avec d'autres êtres humains que de se retrouver dans une position où il va se dire, ben voilà, moi j'ai envie de dominer telle personne, telle personne, telle personne. Vous comprenez à quelque part que dans ce sens-là, le guerrier, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est d'augmenter son pouvoir avec des gens qui vont lui donner quelque part le sentiment que parce qu'il s'associe à telle personne et telle personne, il devient plus puissant, plus fort, plus riche, entre guillemets. Alors, vous voyez que c'est ça un peu l'intelligence du guerrier, c'est de se retrouver avec des gens qui vont lui donner l'opportunité de pouvoir aller plus loin dans son cheminement. Alors, par exemple, il y a des gens, malheureusement, qui vont se retrouver avec des gens qui sont faibles. Hein, ils vont choisir d'être avec des gens qui ont des problèmes, des difficultés. Ils vont essayer de les sauver, etc. Alors, évidemment, dans une condition comme celle-là, on comprend que la nature guerrière n'est pas reconnue dans le sens que le guerrier, lui, a quelque part, ce qu'il a besoin, c'est des gens qui vont lui permettre de continuer sa montée. C'est ça un peu le sens, vraiment, quand on parle d'un vraiment guerrier équilibré, c'est ça qu'on va rechercher dans ce sens-là. Et la notion d'action-réaction met en évidence cette notion, justement, que le guerrier, c'est un homme d'action, ou une femme d'action. Hein. Il ne va pas être misogyne. Hein. Alors, cette idée, donc, du guerrier qui agit, ben, quand on agit, il y a donc une réaction qui va en résulter. La question fondamentale, c'est comment vais-je réagir à ce qui se passe. C'est-à-dire que la réaction qui est là, comment moi je la reçois et comment moi j'interagis de nouveau en action pour amener ensuite une autre réaction, et ainsi de suite. C'est là qu'on commence à comprendre que ce qu'on pourrait appeler le karma, hein, ce qu'on pourrait appeler le karma ou les programmations qui sont en soi, sont beaucoup liées à ça. C'est-à-dire que moi, parce que j'ai de la souffrance, ben, je vais réagir à quelque chose qui se passe dans ma vie avec la programmation que j'ai de la souffrance. Donc, je vais générer quelque chose qui va m'amener dans une espèce de boucle où la souffrance va se répéter, 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 répéter et répéter encore. Et c'est là qu'on tombe dans la notion du karma, de la répétition, de la programmation. On ne pourra jamais envisager de changer notre façon de fonctionner si on ne fait que réagir toujours de la même façon que ce qui nous a été enseigné, par exemple. Alors, vous voyez que le guerrier, quelque part, dans cette troisième étape-là, qui est vraiment fondamentale, c'est de comprendre que si moi, j'ai envie d'utiliser le guerrier en moi d'une façon équilibrée et de manifester mon pouvoir et ma force, quelle est la réaction que je dois adopter? En bon chef, en bon roi, en bon capitaine, en bon leader, quelles sont les actions que je dois poser pour montrer à tous que je suis un être digne d'être un leader, d'être un guerrier? Alors, c'est ça la nature équilibrée que représente cette leçon d'action-réaction, c'est de quelle façon que je peux donner un exemple. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à se poser comme question que je vous pose à vous et que je me pose à moi aussi. Comment peut-on être davantage un exemple dans notre vie? De quelle façon qu'on peut être vu et regardé comme un exemple? Comment est-ce que vous pensez que c'est possible? Bien, je pense que la première chose qui nous permet d'atteindre ça, c'est d'incarner quelque part ce qu'on a de mieux en soi, c'est-à-dire de chercher à incarner ce qu'il y a de plus beau en nous, puis de chercher à le manifester. Pas juste dans des discours, bien sûr, dans le concret, dans le tangible, à travers les relations, les échanges qu'on a avec les gens, les situations qui se présentent dans notre vie, de quelle façon que je peux agir le plus adéquatement possible en reconnaissant que je suis un leader, mais un leader conscient, c'est-à-dire un leader qui ne va pas chercher justement à dominer, par exemple, outrageusement les autres. Hein? Alors ça, c'est la version du guerrier équilibré. Encore là, évidemment, je vous pose la question, encore une fois, et je vous propose de vous positionner entre 0 et 100%. Le 0 étant je ne l'ai pas du tout, et 100% bien étant, wow, moi je suis vraiment un guerrier, je l'assume complètement. Okay? Donc ça peut vous permettre donc d'aller chercher des clés par rapport à ça. Donc l'action-réaction. Alors, maintenant le guerrier, évidemment, peut vivre des blessures émotionnelles qui vont l'éloigner de sa nature équilibrée. Alors la blessure émotionnelle qu'il va vivre le plus souvent, c'est l'humiliation. Alors, l'humiliation n'est pas très facile à vivre pour un guerrier, puisque vous l'avez compris, le guerrier est un dominant. C'est un dominant, c'est-à-dire c'est un leader, c'est quelqu'un qui a une certaine puissance, une certaine force. Il a besoin quelque part de sentir qu'il peut collaborer avec d'autres êtres humains pour être encore plus puissant et encore plus fort. Donc, l'humiliation, ça ne va pas tellement bien avec cette logique-là. L'humiliation, ça va à l'encontre, finalement, de cette position de force qu'il cherche à développer. Alors donc, l'humiliation va entraîner donc des réactions hyper et hypo, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, le guerrier hyper, il va devenir effectivement ce qu'on appelle un dominant. Le dominant, bien évidemment, c'est qui? Mais c'est celui, quelque part, qui a l'impression que le seul moyen pour lui d'exister
en tant que leader, c'est d'écraser les autres et les dominer et les humilier. Et ça, vous allez sûrement, je pourrais vous le demander, puis je suis convaincu que vous pourriez très bien dire, ben oui, je connais telle personne, telle personne, telle personne qui agit comme ça. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où cette qualité de leader qui donne un exemple de fonctionnement est de plus en plus rare parce que justement, on vit dans une société qui malheureusement fonctionne sur des principes, à quelque part, de leadership qui ont été longtemps basés sur je t'écrase, je te domine, et c'est malheureux, puis ça a été beaucoup quelque chose qui a été très présent dans la société. Je parle au passé, parce que j'espère toujours, évidemment, concevoir que on peut s'envisager une société qui repose sur de nouvelles bases, hein, dans lesquelles le guerrier puisse justement se manifester avec cette capacité d'être un bon leader, un bon exemple finalement à suivre, hein, et que de plus en plus on retrouve ça en politique et dans toutes les trames de la société, qu'on commence à constater qu'il y a des gens qui ne se comportent pas comme, ce que je dirais ça comme ceci, comme la société le veut. Quand je dis la société le veut, ben je veux dire par là, c'est que la collectivité humaine, à travers ses instincts primitifs, vont générer quelque part une tendance à sombrer dans des dynamiques malsaines et malheureusement, le guerrier hyperactif, c'est-à-dire le dominant, va se retrouver très fréquemment. C'est-à-dire que parce que j'ai un pouvoir, ben je vais te dominer parce qu'à quelque part, j'ai pas envie de perdre mon temps à discuter avec toi très longtemps. Je veux te dominer pour avoir accès très rapidement à ce que je veux de toi, point à la ligne. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la société, dans les systèmes. La société fonctionne sur ce principe-là, il faut bien quand même le comprendre. Et la gestion du conflit, c'est le guerrier qui le gère. Oui, tout à fait. C'est certain que le mot conflit, en fin de compte, c'est un ensemble de choses, hein. Le conflit, quelque part, c'est... il y a plusieurs chakras, en fin de compte, on pourrait parler autour de ça, que je vais peut-être présenter comme le communicateur, quand même pas étranger du conflit. Le communicateur, c'est quelqu'un qui cherche à être dans une position d'alignement, une position de verticalité. Donc, le communicateur cherche, lui, à être dans une authenticité avec lui-même et une authenticité avec les autres. Donc, il cherche effectivement à créer des zones de partage qui vont être harmonieuses. Alors, évidemment, s'il n'y a pas cette zone d'harmonie-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt mutuel, donc les gens s'en vont, donc il n'y a pas une part de conflit là-dedans. Par contre, le guerrier, évidemment, lui, a une volonté de contrôle, de pouvoir sur l'autre. Donc, surtout dans le cas de l'hyperactif, le guerrier dominant va chercher à s'imposer aux autres. Alors, quand on s'impose aux autres, cette zone de partage, elle est violée. Hein? On viole l'espace de partage parce qu'on s'impose à l'autre. Donc, on prend possession de l'autre en quelque sorte. Et l'autre, bien évidemment, s'il n'est pas d'accord avec le fait qu'on le possède, bien, il va réagir. Et là, évidemment, il va y avoir une situation de conflit qui va en résulter. Donc, effectivement, le guerrier va être pas mal le plus approprié pour parler de conflit. Si on regarde l'hypoactif, par exemple, qui lui, justement, est le dominé. Donc, le dominé, bien évidemment, c'est l'inverse du dominant. Le dominé, lui, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est d'éviter d'affronter un dominant, parce qu'il a compris que s'il affrontait un dominant, il allait vivre l'humiliation. Donc, le dominé va essayer d'être de faire le moins de bruit possible, déranger le moins possible de gens, parce qu'il a compris quelque part que c'était pas c'est une position trop dangereuse de s'affirmer, donc il va être dominé davantage. Et ça, évidemment, on comprend que dans la société, dominant-dominé, c'est quand même un reflet de la société en grande partie, puis qu'évidemment, le guerrier qui est équilibré, mais c'est certainement la voie du futur, hein, en fin de compte, comme le communicateur équilibré, comme le bâtisseur équilibré, c'est la voie du futur dans le sens que c'est la voie du respect, le respect face à la planète Terre, le respect face aux êtres humains, la volonté qu'on a de développer une société plus humaine, tous ensemble, c'est ça, quelque part, qu'on retrouve à travers ces étapes-là. Et puis, évidemment, donc, vous l'avez compris que le dominant, ben, sa façon de réagir aux actions ne vont pas toujours être saines, parce que lui, à quelque part, il va chercher à humilier, à démontrer son pouvoir, à vouloir montrer sa force, sa puissance. Le dominé, ben, lui, il va s'écraser, il va se soumettre, il va quelque part se taire. Vous voyez, alors c'est ça un peu qu'on va retrouver beaucoup dans la nature du guerrier, autour de la notion du conflit. Bien sûr que le dominé va pas chercher le conflit parce qu'il va s'écraser. Le dominant, lui, va adorer le conflit dans la mesure qu'il gagne, dans la mesure qu'il peut justement dominer et contrôler l'autre. Alors, vous voyez que c'est ça un petit peu qu'on va retrouver dans le contexte du guerrier. Donc, c'était pour la troisième étape donc, de la réalisation de l'être. Alors, on progresse tout doucement. Alors, évidemment, je vous invite à regarder de 0 à 100%, bon, chacune des étapes, moi, comment est-ce que je suis dans ma réaction-réaction, comment est-ce que je suis dans mon don de soi, comment est-ce que je suis dans ma pure potentialité, comment est-ce que je gère tout ça. Alors, ça, c'est des éléments de réflexion que je vous invite à avoir si vous avez envie de le faire. Donc, la quatrième étape maintenant,
c'est le serviteur. Le serviteur, c'est relié au chakra du cœur. Et le chakra du cœur, évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler l'étape de la maturité. Dans la hiérarchie des chakras, quand on arrive à la région du cœur, c'est qu'on a atteint une étape de maturité. C'est-à-dire que moi, je suis devenu un adulte qui assume à quelque part ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il a besoin de sécurité, des besoins affectifs, des besoins émotionnels, des besoins de s'affirmer, de prendre pouvoir. Et je suis arrivé à m'aimer, même à m'accepter tel que je suis. Donc, le serviteur est un être, justement, qui a une certaine assise par rapport à lui-même. Et cette assise-là l'amène aussi à regarder la société et à se dire, ben voilà, moi, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à reconnaître qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Puis moi, ce que j'ai l'impression que j'ai envie d'amener à la société, c'est un regard que j'ai, une façon que j'ai d'envisager une société qui serait meilleure. Donc, le serviteur va souvent être un initiateur de mouvements, un mouvement dans lequel il va avoir envie de dire de quelle façon que je peux servir l'humanité d'une façon plus positive, d'une façon plus évolutive, d'une façon plus harmonieuse. Et comme le serviteur, c'est quelqu'un qui est conscient qu'on ne peut pas changer le monde demain matin, en un jour, hein, il va accepter, lui, l'idée de se dire, ben, tiens, moi, j'ai créé une petite communauté. Et cette communauté-là va refléter quelque part le changement que moi, j'ai envie d'amener sur Terre. Il y a un excellent film que je nomme souvent parce que je trouve que c'est un beau film à voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui se nomme Demain. Le film, ça s'appelle Demain, et c'est un film qui présente justement plein de personnes qui ont un peu, qui définissent, qui sont bien, qui reviennent avec cette définition du serviteur, puis ce sont tous des gens qui ont décidé de faire quelque chose de positif sur Terre, considérant quelque part ce qu'eux voyaient qui pouvait être possible de faire à petite échelle pour amener un changement dans le monde d'une façon plus importante. Alors, eux ont décidé donc de prendre un chemin pour amener un changement. Et ce changement-là, quelque part, dans le film, il est présenté plein de gens qui ont fait des actions positives, évolutives, qui sont très intéressantes et très valables, je dirais, pour ceux qui sont intéressés donc à le découvrir. Je vous invite à y jeter un coup d'œil parce que c'est un très beau film. Donc, le serviteur équilibré, c'est donc un individu, justement, qui va donc s'aimer et qui va avoir envie de servir l'humanité. Mais servir l'humanité ne veut pas dire se perdre dans l'humanité. On est d'accord? Servir l'humanité, ça veut donc dire quelque part, moi, je m'aime, j'aime l'humanité, j'aime les êtres humains, j'ai envie de les servir, mais en m'assumant, en me reconnaissant, en me donnant le droit d'exister, puis en me respectant. Donc, vous voyez, ce n'est pas un service aveugle où je me perds dans les autres. Alors ça, c'est important de le préciser. Et cette idée du serviteur équilibré qui se retrouve dans cette position, justement, de maturité et d'adulte, ben, lui permet, lui, donc, finalement, de reconnaître qu'il y a une forme de maîtrise dans sa propre vie qui se manifeste. Hein, Deepak Chopra parle d'une quatrième étape qui relie donc à un niveau de maîtrise. Et qu'est-ce que c'est que la maîtrise? C'est que j'ai atteint un certain cheminement dans ma vie qui fait que je ne suis plus naïf, que je ne suis plus dans une vision trop naïve de la vie. J'ai maturé, j'ai compris comment la vie fonctionnait, j'ai compris que moi, si je voulais être heureux, il fallait que je prenne ma vie en main et que j'en fasse quelque chose qui me ressemble. Alors, c'est ça un peu le niveau de maîtrise. C'est-à-dire, j'arrive à un niveau de ma vie où je me donne la permission de croire en moi, de croire en mes convictions, de croire en ma volonté d'incarner le changement et j'y vais. Et j'y vais en me donnant ce que j'ai de mieux à offrir à la société, en l'incarnant à l'intérieur d'une communauté plus ou moins importante et je vais chercher donc à le manifester. Donc ça, c'est intéressant parce que dans mon développement, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que j'arrive à m'individualiser. M'individualiser par rapport à la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître que la société, elle a une certaine proposition à me donner. J'ai pu voir que la société me proposait un certain nombre de choses. J'ai pu l'explorer, j'ai pu voir comment la société fonctionnait, j'ai pu voir ses forces, j'ai pu voir ses faiblesses aussi, et j'arrive à me dire, ben voilà, maintenant que j'ai atteint ce niveau de maturité-là, moi, j'ai envie de donner ma réponse à la société. La société m'a transmis plein d'informations. Moi, j'ai envie maintenant de donner ma réponse à ce que moi, je crois qui serait un plus pour la société. Et c'est là que le serviteur va donc justement devenir quelqu'un qui a un niveau de maîtrise plus élevé parce que justement, il va comprendre quelque part que ça ne vaut plus la peine de mettre de l'énergie dans certaines voies parce que ça serait de l'énergie perdue. Donc, il y a une volonté de compréhension quelque part des choses dans laquelle il pose l'action juste. Et c'est ça qui est intéressant par rapport au serviteur. Maintenant, évidemment, vous l'avez sans doute compris que quand on arrive à cette étape-là, ça veut donc dire finalement qu'on a fait des essais et erreurs. C'est-à-dire qu'à travers notre vie,
notre potentiel, notre don de soi, nos actions-réactions, bien évidemment, à travers ça, on a compris qu'il y a des choses qui se faisaient puis des choses qui ne se faisaient pas, hein, qui fonctionnaient puis d'autres qui ne fonctionnaient pas. On a développé une certaine acceptation, je dirais, de la société, dans le sens qu'on n'est plus dans l'idéalisme, on a compris comment la société fonctionnait et on a compris que si on voulait, nous, faire quelque chose qui permette à la société d'être une bonne société, bien, il fallait effectivement passer par un chemin, une voie qui allait nous permettre de nous réaliser. Et c'est ça qui va nous amener donc progressivement vers cette volonté de transmission, de maîtrise de soi, qui fait qu'on a envie donc de manifester, de servir l'humanité d'une façon positive et évolutive. Maintenant, il y a des blessures émotionnelles qui peuvent se manifester chez le serviteur, qui vont nous éloigner de la nature équilibrée. Alors, c'est la trahison qui va être la blessure émotionnelle du serviteur. Et la trahison, bien évidemment, elle va m'amener vers quoi? Bien, elle va m'amener tout doucement vers le sentiment. La trahison, c'est une fermeture du cœur que ça peut entraîner. Alors, cette fermeture du cœur, ou ça peut entraîner effectivement une volonté d'ouverture encore plus grande. Donc, dans le cas de l'hyperactivité, le serviteur qui a beaucoup d'énergie dans son chakra du cœur va devenir un serviteur, mais un peu trop dévoué. C'est celui qui va se perdre dans les autres parce qu'il va comprendre, lui, justement, que si on l'a trahi, c'est peut-être parce qu'il n'était pas assez dévoué. Donc, sa tête à lui, il veut réparer quelque chose. Et en réparant quelque chose, il va se dévouer davantage. Donc là, les gens pourraient effectivement avoir le sentiment que cette personne-là, ben, elle se donne, puis elle s'oublie complètement. Parce qu'elle, son objectif, c'est effectivement faire en sorte qu'elle puisse réparer les erreurs du passé. Alors que ce ne sont pas des erreurs. C'est simplement, bon, qu'elle n'a pas compris qu'elle devait s'assumer en tant qu'être humain. Et s'assumer ne signifie pas se dévouer à 150% pour que l'autre personne, on soit complètement docile à elle. On doit assumer qui on est et accepter effectivement qu'il y a des gens avec qui on peut partager des choses, d'autres avec qui on ne peut pas partager. Et dans ce sens-là, bien évidemment, la notion de service se fait selon des règles aussi. Hein, je sers les autres dans la mesure que je suis capable de pouvoir avoir des échanges positifs et constructifs avec eux. Si je ne suis pas en mesure de le faire, ben, je n'ai pas à me dévouer, à me perdre dans eux finalement. Alors ça, c'est un peu donc un extrême que je viens de vous proposer. Et dans le cas de l'hypoactif, on va retrouver justement quelqu'un qui a le cœur fermé, justement. C'est-à-dire que l'hypoactivité, il y a peu d'énergie dans le cœur, donc une fermeture. Et cette fermeture va générer justement ce qu'on pourrait appeler l'individu qui est tourné sur lui et qui ne veut rien donner et qui ne veut rien servir. Il ne veut pas servir l'humanité, au contraire, il veut que l'humanité le sert. Donc, celui-là va avoir tendance justement à être profiteur. Profiteur parce qu'il ne va pas vouloir donner, il va vouloir prendre. Il va être à l'aise à prendre dans la société. Alors, il va être à l'aise à prendre parce qu'il ne veut pas donner, parce qu'il a compris que s'il donnait, il allait se faire trahir. Donc, c'est ça un peu la logique de celui-là. Donc, vous voyez que ces deux façons d'exprimer extrêmes que je viens de vous nommer nous éloignent de la maîtrise. Puisque la maîtrise, justement, c'est une position où j'ai appris à servir en reconnaissant quelque part les limites de la société, puis en reconnaissant quelque part qu'est-ce qui faisait mon affaire, moi, à offrir à la société, en tenant compte de mes limites à moi. Dans le cas de l'hyper et de l'hypo, on tombe dans les extrêmes dans lesquels on s'éloigne justement de cette volonté de servir et de nous éloigner de la maîtrise dont je viens de vous parler. Puisque la maîtrise, évidemment, c'est la capacité d'être le plus directement au but. Hein. C'est-à-dire que comme je maîtrise la situation, que j'ai compris comment la vie fonctionnait, je vais aller directement au but parce que j'ai compris que ça ne servait à rien de tenter de prendre tel chemin ou tel autre chemin, puisque ça va m'éloigner simplement, ça va me faire perdre de l'énergie, du temps. Je n'ai pas envie de ça, je vais aller directement au but parce que j'ai compris comment la société fonctionnait. C'est un peu que le serviteur va apprendre à expérimenter à travers cette étape-là, donc de plus de maîtrise. Donc, je ne sais pas si vous avez toujours des questions, faites-moi en part, hein, n'hésitez pas à me le faire part si les questions viennent à vous concernant donc cette quatrième étape plutôt, excusez-moi, qui était donc plus de maîtrise. La cinquième étape de la réalisation de l'être, c'est relié donc au chakra de la gorge et au créateur. Donc, quand on aborde les trois chakras supérieurs, on est directement relié donc à des êtres humains qui sont plus connectés avec le ciel. Plus connecté donc avec la démarche de l'intelligence de la vie, de l'intuition, de cette capacité de communiquer avec cette intelligence de la vie et de pouvoir donc obtenir de l'information puis pouvoir l'incarner en tant qu'être humain. Donc le créateur, lui, va finalement être donc un individu qui est inspiré parce qu'il a une longueur d'avance sur tout le monde, parce que comme s'il y avait des antennes, et ces antennes-là lui permettaient de communiquer ou de contacter des informations de haut niveau. On va souvent l'identifier comme étant l'inventeur.
le créateur, celui qui arrive avec des nouvelles idées que personne n'a entendu parler, mais lui arrive avec ses idées. Je pense à Einstein, par exemple, qui est arrivé avec la théorie de la relativité, avec plein de compréhension de la physique de l'époque, et que que tous les physiciens ne comprenaient pas. Même, il avait beau essayer de leur expliquer, les physiciens ne comprenaient pas ce qu'il racontait. Il avait vraiment une longueur d'avance sur eux. Ça a pris plusieurs années avant que les physiciens puissent comprendre ce qu'Einstein racontait. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple de créateur qui arrive avec une énergie qui est tellement, une vibration tellement élevée que l'humanité, à quelque part, mais c'est un peu comme ça, on ne comprenait pas, là, on n'arrivait pas à se représenter ce qui nous était dit. Et avec le temps, avec les années, bien évidemment, cette créativité-là, ben, elle s'imprègne dans la société, puis effectivement, tout être humain arrive maintenant, aujourd'hui, à mieux le concevoir. C'est un peu ça la logique. Donc, le créateur, c'est un individu, c'est un individualiste qui connecte avec des choses qui dépassent largement la société, et le créateur va devoir passer une certaine étape de sa vie à cheminer avec les gens pour permettre à ces gens-là d'arriver à comprendre ce que lui veut raconter. C'est beaucoup ça le créateur qu'il va chercher à faire dans sa propre vie. Et évidemment, l'étape qui vient avec ça, l'étape de la réalisation de l'être qui vient avec le créateur, c'est la créativité. C'est le pouvoir de l'intention créateur. Alors, quand on a un pouvoir d'intention créateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable justement de pouvoir émettre par le pouvoir de l'intention ce qu'on a envie de voir se réaliser sur Terre. Donc, le créateur, c'est un peu le magicien, finalement. Le magicien qui nous donne l'opportunité de comprendre quelque part que par le pouvoir de l'intention, on peut justement faire des miracles. Des miracles, que ce soit dans la guérison, que ce soit dans les relations, que ce soit dans ce que l'on veut, on peut changer le monde. Parce que justement, l'intention, qu'est-ce que c'est? C'est cette énergie qui est en moi, qui est dirigée vers un autre être humain, avec une intention justement de lui faire du bien, par exemple. Alors, cette intention-là, quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est comme une énergie. Et cette énergie-là, justement, quand on l'émet vers quelqu'un, l'autre personne la reçoit. Et si elle la reçoit, bien effectivement, déjà, il y a une espèce de chimie qui s'installe entre deux êtres humains qui modifie les choses, qui modifie le champ de perception, autant de celui qui l'émet que celui qui le reçoit. Donc, il y a une transformation qui se fait. Donc, vous voyez que l'intention est un pouvoir fondamental que tout être humain avons. Nous ne l'utilisons pas très bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout conscient de ce pouvoir d'intention. On a l'impression que ce qu'on pense à l'intérieur de soi, ben, quelque part, c'est pas reconnu, c'est pas perceptible. Hein, par exemple, moi, je peux dire bonjour à quelqu'un, mais si cette personne-là, je veux absolument rien savoir d'elle, mais je me sens obligé d'être avec elle parce que je vois des avantages d'être avec elle, ben, quelque part, ça ne sera pas visible dans le monde humain. Mais dans le monde perceptif, l'intention qui est derrière ça, je ne suis pas authentique avec moi, je ne suis pas authentique avec l'autre non plus. Donc, l'intention, quelque part, créatrice qui a été mise là-dedans est une intention, quelque part, qui n'est pas en équilibre avec les lois de l'univers, parce que je suis en train de simplement me mentir moi-même et mentir à l'autre personne aussi. Donc, ça crée des relations, à quelque part, il y a des échanges qui se font au niveau énergétique entre deux êtres humains qui vont perturber quelque part la relation, la qualité de la relation et la qualité de l'échange qui va faire que justement ce pouvoir d'intention où on pouvait créer quelque chose de beau, mais il va finalement souvent être perturbé dans ce bel équilibre-là, puis ça va générer quelque chose de beaucoup moins intéressant et beaucoup moins riche. Parce que justement, on ne va pas être en mesure d'assumer ce potentiel créateur qui fait qu'on a construit, qu'on évolue dans un échange avec un autre être humain. On est en train, au contraire, de désorganiser ce potentiel créateur-là, parce que justement, on a beau se dire, ben, je voudrais être en relation avec cette personne-là, mais si je n'ai pas une intention réelle d'être avec cette personne-là, ben, ce que je suis en train de faire, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de me mentir, je suis en train de lui mentir. Donc, je suis en train de créer quelque chose qui n'est pas vrai, qui est faux finalement, et qui va dégénérer inévitablement, puisque ce ne sera pas basé sur une vraie relation. Donc, le point d'intention est important dans l'idée, quelque part, de reconnaître c'est quoi que moi je veux réaliser dans le monde de la matière. Par exemple, si je dis, ben, moi je veux réaliser une maison et que j'ai pas l'argent et que j'ai rien pour pouvoir réaliser l'idée d'avoir une maison. Alors j'ai un fantasme, j'ai cette idée-là, j'ai une intention de vouloir construire une maison, mais si j'ai pas les moyens financiers, et j'ai pas la matière, j'ai rien, j'ai pas de terrain, j'ai absolument rien pour pouvoir le faire, mais je suis en train d'inventer une belle histoire. Et cette belle histoire-là, quelque part, ben, on doit se ramener aux étapes précédentes que j'ai nommées. Hein, la pure potentialité, c'est quoi? C'est que si moi je veux une maison, le pur potentiel, c'est de dire, OK, je peux avoir le potentiel en moi de vouloir une maison, mais pour avoir ça, il y a des certain nombre de choses dont je vais avoir besoin. Donc, le pur potentiel va m'amener à mettre un plan d'action, puis par la suite, je vais avoir besoin peut-être d'avoir des gens avec moi qui vont pouvoir m'aider, qui vont pouvoir collaborer avec moi. Donc, ça, c'est le don de soi. Je vais devoir agir d'une façon
intelligente et positive et évolutive avec les gens autour de moi. Ça, c'est l'action-réaction qui est reliée au troisième chakra. Dans ce sens-là, je vais arriver à un certain niveau de maîtrise dans lequel je vais réussir à créer une forme d'équipe qui va bien fonctionner parce que je vais être parvenu justement à avoir comme un bon fonctionnement avec eux. Ils vont me faire confiance, il va y avoir quelque chose de plus sain qui va en résulter. Ça, c'est le niveau de la maîtrise. Puis après ça, bien évidemment, le pouvoir de l'intention, ben, c'est justement quelque part cette capacité que j'ai maintenant de dire, OK, ce projet créateur que je suis en train de faire, cette maison-là, de qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de ça? Hein, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de ce projet-là qui est là, qui est en moi? C'est qu'est-ce que j'ai envie de proposer pour qu'il aille plus loin, qu'il puisse évoluer d'une façon davantage, d'une façon plus positive et évolutive pour moi. C'est quoi que le projet de cette maison? Qu'est-ce que je veux faire dedans? Qu'est-ce que je veux mettre dedans, etc. Donc, c'est là qu'on commence à avoir quelque chose de plus tangible, de plus concret à proposer pour le pouvoir d'intention au niveau de la créativité. Maintenant, si on poursuit toujours par rapport aux deux déséquilibres que je vous disais tout à l'heure, donc l'hyperactivité et l'hypoactivité, donc la blessure qui vient avec le créateur, c'est l'injustice individuelle. C'est-à-dire que le créateur arrive avec des projets de vie avec une longueur d'avance sur tout le monde. Donc, ces projets, quelque part qu'il arrive, qui sont créateurs, qui sont inventifs, etc., vont pas être acceptés si facilement que ça, souvent par la société. Et il va devoir donc passer par l'injustice. L'injustice, c'est de se dire, ben voilà, je suis super intelligent, j'ai des super projets, j'ai des super idées. Malheureusement, la société les rejette et les refuse. Donc, je me retrouve dans une position où je me sens dans un état d'injustice. Et cet état d'injustice-là va générer deux perturbations, l'hyperactivité et l'hypoactivité. L'hyperactivité va générer quelqu'un qui va vouloir se disperser dans plein de projets. Comme il n'a pas été reçu dans le projet qui l'intéressait vraiment, il va avoir tendance donc à vouloir faire exploser sa créativité, puis avoir plein de projets. Mais ces projets-là, quelque part, il va en avoir peut-être 10 projets, mais il ne va pas mettre l'énergie suffisante pour que chacun d'eux se réalise. Donc, il va y avoir effectivement une forme de déception qui va se manifester chez lui, parce qu'il va constater qu'il a beau avoir ces projets-là dans sa tête, il va pas évoluer. Il ne va pas les concrétiser. Hein, on va le voir une journée, il va nous parler d'un projet, le lendemain, il va parler d'un autre projet, le surlendemain, un autre projet. Donc, il est toujours dans une espèce d'effervescence, mais il n'arrive pas donc à prendre cette créativité et à la réaliser parce que, d'une certaine façon, il a peur de cette fameuse injustice individuelle. Dans le cas de l'hypoactivité, dans le chakra de la gorge, ça va entraîner un homme routinier ou une femme routinière, donc quelqu'un qui s'est dissocié de la créativité, qui a peur de la créativité et qui va chercher donc à avoir une vie la plus routinière possible pour s'éloigner de la créativité qui lui fait peur parce que justement, pour lui, la créativité est une source de souffrance puisque c'est une souffrance reliée donc à l'injustice, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous l'avez compris ici, que le pouvoir d'intention, dans un cas où on est routinier, ben, quelque part, on n'est plus dans une intention. L'intention, c'est tout simplement refaire tout le temps la même chose, en quelque sorte. Hein. Et le créateur dispersé, mais son intention, mais lui, c'est effectivement d'être toujours dans un autre projet, sans chercher à les réaliser. Donc, vous voyez qu'on est en train on s'éloigne complètement du créateur qui a pour objectif, lui, de prendre une idée et de la réaliser. Alors, c'est ça un peu qui va être un élément important ici. Donc, c'était pour la 5e étape, donc, qui était donc l'intention créatif. L'injustice peut-elle être en lien entre le 2e et 5e chakra si le 2e est hypoactif? Oh mon Dieu, oh là là, la question quelque part qui donne des mal de tête. L'injustice peut-elle être en lien entre le 2e et le 5e chakra, même si le 2e est hypoactif? Oui, bien sûr, que toutes ces ramifications-là, quelque part, touche justement ce que j'appelle l'intelligence de l'organisation du système que j'ai mis en place, sans me dire que je suis intelligent, hein, subtilement. Mais l'idée là-dedans, c'est plutôt de vous faire comprendre que les 49 états, parce que là, je vous en présente que quelques-uns parmi l'ensemble des typologies que je suis en train de mettre en place. Mais c'est certain qu'à partir du moment qu'on commence à comprendre que le bâtisseur peut être hypoactif, le guerrier peut être hyperactif, le communicateur peut être désaligné, le cœur peut être équilibré, la gorge peut être ceci, etc. Donc, on comprend ici qu'à travers tous ces états-là, il y a une genre de compréhension de la personnalité qui se fait à travers cette vision-là, où on arrive justement à comprendre que l'être humain, quelque part, est animé par une complexité qui est reliée à ces états-là et que l'étude de chacun de ces états-là font qu'on arrive à comprendre que c'est là qu'on tombe dans le langage intuitif, parce qu'on tombe dans le langage intuitif parce que toutes les possibilités qui sont là font qu'on commence à comprendre justement que c'est pas quelque chose de rigide, le langage intuitif, et que la proposition que je suis en train de faire n'est surtout pas rigide. Je ne veux surtout pas qu'elle soit rigide. Je veux surtout vous mettre en relation, donc évidemment, avec des bases de fonctionnement qui font qu'on touche tout doucement la dimension intuitive. C'est ça un peu l'objectif de cette typologie-là.
Donc, si on arrive maintenant au sixième chakra, donc le chakra frontal, qui est relié donc au philosophe. Alors, le philosophe, qu'est-ce que c'est? C'est un individu justement qui cherche à équilibrer naturellement son hémisphère droit et gauche, l'intuition et le rationnel. Pourquoi faire? Mais parce que le philosophe, c'est un philosophe. Un philosophe, c'est un être de sagesse. C'est un être qui est capable d'observer la vie en regardant la vie avec des yeux de sagesse et d'intelligence. Comment peut-il faire ça? C'est que c'est un être intuitif, mais en même temps, il a un mental qui est puissant. Ce qui veut dire que ses intuitions vont être articulées par un mental puissant, ce qui va l'amener donc inévitablement à articuler une pensée et articuler un langage, une façon de voir la vie, qu'il va avoir le souhait de communiquer par les mots, par l'écriture, etc., etc. Et les gens, normalement, vont être attirés par lui pour la simple raison que c'est quelqu'un qui va être allumé. Et que parce qu'il est allumé, les gens vont avoir envie de le suivre parce qu'ils vont trouver quelque part qu'il a une sagesse, une intelligence qui est en lui. Et c'est ce qui va amener donc le philosophe à pouvoir justement se retrouver dans une position où il y a une forme d'influence sociale. Hein? C'est-à-dire que c'est un être qui va avoir une certaine plus ou moins grande importance dans le sens qu'il va avoir un impact social. Tantôt, je parlais d'influenceurs. Mais les influenceurs, bien évidemment, c'est les gens qui sont dans leur maison. Ils font des présentations sur YouTube régulièrement et ils arrivent donc à avoir une influence, à influencer beaucoup de monde malgré le fait qu'ils sont toujours devant leur ordinateur, par exemple. Donc, ces gens-là, quelque part, vont avoir un certain public qui vont les suivre et qui vont donc être capables, justement, ils vont être capables donc de développer une genre de communauté qui va être assez sérieuse. Et le philosophe est particulièrement quelqu'un qui va avoir cette capacité d'influencer une collectivité assez grande par la connaissance qu'il possède et par la connaissance qu'il a. Donc, c'est ça qui va être beaucoup associé donc au philosophe. Et le philosophe, finalement, la sixième étape de la réalisation de l'être est reliée au détachement. Alors, le détachement, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai d'accepter que parce que je suis un sage, parce que j'ai une certaine vision de la vie, je suis capable de comprendre que je fais tout ce qui doit être fait pour me réaliser, pour faire ce que je dois faire. Puis à un moment donné, je dois accepter aussi l'idée de me détacher de ce que je suis en train de faire et d'accepter ce que la vie va me donner comme réponse. C'est-à-dire que j'ai beau finalement faire tout ce qui doit être fait pour que ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, je vais accueillir ce que la vie m'enseigne parce qu'elle a envie, ce qu'elle va m'enseigner. C'est un message qui va me faire comprendre peut-être que j'ai encore quelque chose à faire pour mieux comprendre ma vie, pour évoluer, pour progresser, pour cheminer, pour m'amener donc progressivement vers une plus grande réalisation de mon être. Alors le philosophe a cette capacité de comprendre cela. Et la blessure émotionnelle qui va perturber le philosophe, c'est l'injustice sociale, bien sûr, puisque l'injustice sociale, qu'est-ce que c'est? C'est une injustice non pas individuelle comme avec le créateur, mais l'injustice qui va toucher la collectivité, c'est-à-dire que le philosophe va se sentir, entre guillemets, rejeté par la société. La société, c'est donc dire, on vit dans une société, on vit dans un système politique, social, etc. Donc, un philosophe est un réformateur souvent. C'est quelqu'un qui a des idées originales. C'est quelqu'un qui regarde la vie avec des yeux différents, qui propose des voies de solutions différentes. Donc, évidemment, la société peut tolérer ce genre de différence-là jusqu'à un certain point. Quelqu'un qui devient trop influenceur, qui devient trop important, va être perçu alors comme quelqu'un de danger, un danger à l'intérieur du système social. Donc, il est fort probable que le système social lui mette de la pression sur cette personne-là pour essayer justement de lui enlever la crédibilité, de lui enlever un certain pouvoir auprès de la population, pour justement qu'il se retrouve dans une position où il ne pourra pas finalement continuer sa progression. Alors, c'est ça un petit peu l'injustice sociale. Et ça, évidemment, on retrouve ça, bon, évidemment, sur quoi je me base pour vous parler de ça, mais évidemment, on regarde dans la société l'histoire politique, l'histoire de la société, de l'humanité. On va retrouver énormément de situations comme celle-là, où des gens qui avaient des pensées originales se sont retrouvés dans des situations, évidemment, où la société a mis de la pression sur eux pour essayer de faire éclater ce qu'ils avaient de beau qu'ils proposaient en dévoilant quelque part des aspects moins beaux d'eux, en démontant des scandales, en témoignant des mensonges ou en mettant la pression sociale tout simplement. Alors c'est toutes sortes de choses comme ça qui vont faire que le philosophe équilibré va s'éloigner de son équilibre. Et il va donc devenir hyper et hypo, comme je disais tout à l'heure. L'hyperactif va devenir ce qu'on pourrait appeler l'illuminé dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire l'intuitif, mais qui a perdu connexion avec le sol. Donc, c'est un intuitif qui est très intuitif,
qui va donc faire beaucoup confiance aux intuitions, mais qui va perdre connexion avec le bon sens et la réalité. Alors, l'intuition me dit quelque chose, mais dans la matière, il se passe d'autres choses, là. Mais je ne tiens pas compte de ce qui se passe dans la matière parce que je suis convaincu que l'intuition a plus raison que ce qui se passe dans la matière. Donc, dans ce sens-là, on donne plus d'importance à la réalité subtile et moins d'importance à la réalité terrestre. Et comme on vit dans un monde terrestre, ça peut être dangereux de faire ça comme ça. Donc, ça peut être un danger de perdre quelque part nos repères à ce moment-là, dans le cas de l'hyperactif du philosophe hyperactif. Et évidemment, l'hypoactif, lui, ça va être quoi? Ça va être effectivement l'individu qui, lui, va être ce que j'appellerais l'existentialiste, c'est-à-dire celui qui se pose des questions à savoir pourquoi on se lève le matin, pourquoi on mange, pourquoi on doit réfléchir, pourquoi on ouvre les yeux, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est-à-dire celui qui se pose plein de questions parce qu'il s'est déconnecté de sa compréhension de la vie. Il s'est déconnecté de sa compréhension de la vie, ce qui a généré en lui un sentiment d'absurdité. Je trouve que la vie est absurde parce que je ne la comprends pas. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, le philosophe hypoactif va donc, lui, se retrouver devant l'absurdité, alors que le philosophe hyperactif va se retrouver devant une trop grande ouverture vers le ciel, une trop grande ouverture vers les mondes subtils, puis il va souvent se laisser embourber dans ce monde subtil-là, puis il va perdre ses repères dans le monde terrestre, ce qui va faire de lui quelqu'un qui va plus être capable, justement, de faire le lien entre le monde intuitif et le monde terrestre, ce que le philosophe équilibré fait parfaitement. Parce que le philosophe équilibré est solide sur ses deux jambes, il a compris ce qu'est la matière, mais il a compris également aussi ce qu'est cette sagesse intuitive-là. Donc, vous voyez, c'est ça un peu qui va faire le truc. Et le détachement, bien évidemment, le philosophe équilibré, qui est un hyper-intuitif, va souvent ne pas être dans le détachement du tout. Il va être fortement attaché à l'idée, quelque part, qu'il veut, lui, faire valoir que la sagesse intuitive qui existe, ce monde subtil qui existe, mais il va vouloir l'imposer, il va vouloir le faire valoir, valoriser, etc. Donc, il va être vraiment dans un processus d'attachement même envers sa vision des choses, ses croyances, etc., qui risque de le ramener encore une fois vers l'injustice, bien sûr. Et de l'autre côté, celui qui est existentialiste, ben quelque part, ben lui, devant l'absurdité, ben il va pas vraiment il va juste voir de l'absurdité. Il va juste voir de l'absurdité. Donc, pour arriver à se détacher, il faut être capable, justement, de comprendre qu'il y a un sens. Et dans ce cas-ci, il ne sera pas en mesure de le faire. Vous voyez un peu le style. Donc, voilà. Encore une fois, donc, je vous invite à vous positionner entre 0 et 100 par rapport à chacune des composantes que je vous présente. Ça va vous donner du genre de petite cartographie à la fin de votre énergie par la suite. Donc, le septième maintenant. Donc, on est déjà rendu à la septième étape de la réalisation de soi, de l'être. Donc, c'est le chakra couronne. Donc, c'est le spirituel. Le spirituel, c'est celui, quelque part, qui est relié donc au grand tout et il est donc convaincu qu'il a une mission à faire sur Terre. Quelle que soit la mission, hein, je vous parle, bien sûr, on pourrait parler de grande mission, comme genre, je suis là pour changer le monde, mais on pourrait parler de mission de vie beaucoup plus sobre, beaucoup plus petite. Il ne s'agit pas de toujours transformer le monde, mais des missions de vie dans lesquelles on reconnaît quelque part qu'on est sur Terre et on l'accepte et on fait ce qu'on a à faire très humblement. Et cette humilité-là, on peut faire les grandes choses comme les petites choses dans l'humilité. Et c'est ça qui est proposé vraiment par cet être qui est le spirituel. Et donc, le spirituel, bien évidemment, lui, il est dans un processus où il reconnaît quelque part qu'il n'a qu'une raison d'être, c'est d'être à l'écoute de cet univers-là et de répondre à la mission de vie qui est en lui. Donc, il ne va pas se laisser prendre trop par ce que la société propose, par les diverses voies moins évolué que l'être humain peut proposer à un être humain comme ça, parce que lui, il est connecté avec sa mission de vie et il sait exactement ce qu'il doit faire. Et il va donc souvent se retrouver dans une position un petit peu en retrait par rapport à ce que la société propose, parce que justement, il va reconnaître, lui, qu'il n'y a pas de temps à perdre à prendre des voies qui ne sont pas des voies qui lui parlent. Il va reconnaître que le chemin qui est le sien est le chemin qu'il a à prendre, point à la ligne. Donc, le spirituel, la septième étape de la réalisation de soi, c'est finalement le sens de l'existence, la mission de vie, justement. Donc, vous voyez qu'on parle ici de l'intention créateur pour le chakra de la gorge avec l'intention du pouvoir créateur. Le sixième, c'est le détachement. Le septième chakra, c'est vraiment la mission de vie, d'incarner une mission de vie à quelque part en accord avec soi. Alors, vous comprendrez ici que tout le processus qui nous amène vers cette mission de vie-là, c'est en relation avec tout ce qu'on a vu précédemment.
c'est-à-dire qu'à travers les composantes, justement, des étapes précédentes, on en arrive justement à épurer notre être pour comprendre quelque part comment fonctionne l'humanité. L'humanité, parce qu'on a beau dire que je suis un être spirituel, je n'ai pas compris comment fonctionnait l'humanité, je vais me retrouver dans une position de grande souffrance. Parce que être un être spirituel, c'est un être connecté vers le ciel, connecté vers l'univers, mais pour incarner ce que je suis sur Terre, puis donner un sens à ma vie en tant que quelqu'un qui a une mission de vie sur Terre, ben je dois être capable de comprendre comment fonctionnent les rouages de l'humanité. Et les rouages de l'humanité, ben, on les a vus à travers les étapes précédentes. Je pense que comprendre quelque part que dès qu'on est sur Terre, même pour la mission de vie, j'ai une mission de vie, comment je vais faire pour faire réaliser ma mission de vie? Ben, je dois reconnaître que j'ai une mission de vie, que j'ai une potentialité de réalisation en tant qu'être qui a une mission de vie. Donc, je dois avoir justement reconnaître de quelle façon, quel est le plan d'action que je peux manifester pour atteindre cet objectif-là d'incarner ma mission de vie, de quelle façon je peux me donner pour établir des relations avec les gens autour de moi, pour être capable de favoriser l'idée d'une communauté qui va me permettre de réaliser ma mission de vie, de quelle façon que je vais agir et réagir pour être de plus en plus en accord avec qui je suis dans l'idée de l'incarnation de ma mission de vie. C'est un autre élément intéressant. Ça va m'amener donc évidemment à la maîtrise. La maîtrise, c'est de quelle façon que je peux servir l'humanité dans cette mission de vie-là. Hein? Ensuite, le pouvoir créateur, l'intention, qui va faire que je vais pouvoir justement continuer à générer l'évolution de cette mission de vie-là à travers ce potentiel créateur et d'intention qui est en moi, tout en acceptant le détachement qui est relié au système chakra, qui me permet de reconnaître effectivement que je fais tout ce que je dois faire pour que les choses se réalisent, en accord avec l'idée que si ça ne doit pas se réaliser, ben, je vais apprendre de la vie va m'enseigner des choses qui vont m'amener justement à comprendre qu'est-ce que je peux faire pour être en plus en harmonie avec moi, et ainsi de suite. Et puis évidemment, donc la mission de vie, bon, c'est évidemment c'est le sens de mon existence que je retrouve à travers cette voie-là. Donc ça, c'est pour le spirituel. Évidemment, il y a des blessures qui peuvent se produire chez les spirituels aussi. C'est l'injustice spirituelle qui va être l'origine de ça, la blessure émotionnelle associée au spirituel. L'injustice spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un être spirituel, je suis en harmonie avec l'univers, en harmonie avec la vie, et je constate que la vie ne me donne pas de cadeaux. Alors évidemment, je pourrais vivre une souffrance de ça, parce que je me dis, merde, je donne tout ce que j'ai pour être en harmonie avec la spiritualité, puis en cadeau, la spiritualité, qu'est-ce qu'elle me donne? C'est de la merde. Excusez-moi l'expression. Hein. Alors, donc, il y a une souffrance qui est associée à cela, et cette souffrance-là va souvent générer à ce moment-là une volonté, donc on va tomber dans l'hypo et l'hyper, comme je disais tout à l'heure. Donc, dans le cas de l'hyperactivité, bien évidemment, ça va faire un individu, justement, qui va vouloir donner sa vie à la vie spirituelle. Il va vouloir la fuir, la vie spirituelle, parce que, quelque part, lui, va se retrouver dans une position de grande souffrance. Donc, il va se dire, ben voilà, on m'a, d'une certaine façon, c'est un peu comme si la spiritualité me rejetait. Dans l'injustice spirituelle, c'est un peu comme si je vivais une injustice spirituelle. Et cette injustice spirituelle-là, ben, va m'amener, moi, à me dire, ben voilà, la vie ne veut pas de moi. Ben moi, je vais lui faire un doigt d'honneur, pourrait-on dire, et je vais faire ma propre vision des choses, et je vais démontrer quelque part que moi, je suis un être spirituel, même si on m'a laissé tomber, je vais montrer, moi, quelque part, que je peux faire mieux que Dieu, par exemple. Alors, c'est une forme d'ego qui s'exprime là-dedans, et c'est là qu'on peut tomber dans des dérives sectaires, des dérives religieuses, spirituelles, etc., parce que, comme dans un ego, à quelque part, ben l'ego, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut montrer aux autres êtres humains, quelque part, qu'il est Dieu, qu'il incarne une certaine divinité. Et comme il n'a pas eu cette espèce de reconnaissance des niveaux élevés de ça, ben, il peut vraiment tomber dans un ego dans lequel il va vouloir montrer aux êtres humains qu'il est un être divin, spirituel, etc. Et là, on peut tomber dans des dérives, malheureusement, à ce moment-là. Et ça peut aussi que ces êtres-là, quelque part devant l'injustice spirituelle, vont se dire, bon, ok, je vis une injustice spirituelle, on ne m'a pas donné ce que je méritais, ce que je croyais mériter. Et ces gens-là peuvent entreprendre à ce moment-là des voies plus monastiques, par exemple. Ils vont dire, ben, j'abandonne tout, je vais dans un monastère, je vais passer ma vie à renouer contact avec Dieu puisque je l'ai perdu, puis cette injustice spirituelle me fait comprendre que je ne suis pas vraiment connecté avec le Dieu en question. Donc, je vais passer ma vie à essayer de reconnecter avec lui. Vous voyez, ça c'est une autre façon aussi de voir les choses. Et l'hypoactivité, bien évidemment, c'est celui, quelque part, qui va se retrouver dans une position dans laquelle il va simplement, je vais aller, j'ai fait une petite erreur, je vais m'en rendre compte à travers la présentation. Donc, le philosophe,
Je vous ai parlé de l'hypoactivité tout à l'heure. L'hypoactivité, je vous ai dit quelque part que c'était relié donc à l'existentialiste. Alors, c'est peut-être pas tout à fait vrai, je m'en excuse. Le philosophe, c'est le scientifique. L'hypoactif, quand on tombe dans l'hypoactivité, on tombe dans le scientifique. Donc, l'intuition, il y a l'hyper-intuitif dans l'hyperactivité du philosophe et dans l'hypoactivité, il y a effectivement le scientifique. Le scientifique, c'est celui qui va chercher à démontrer toujours, finalement, la démonstration scientifique, les preuves. Il va toujours reposer sur ce que le savoir humain a transmis pour pouvoir affirmer des choses. C'est un peu un sceptique qui veut vraiment tout le temps croire selon ce que l'être humain a démontré jusqu'à maintenant, tout ça. Si on vient au spirituel maintenant, et je m'en excuse encore une fois, donc l'hypoactivité chez le spirituel, ben c'est l'existentialiste, c'est celui à quelque part qui a perdu la foi. Il a perdu la foi, il a perdu justement la foi parce que quelque part, devant l'injustice spirituelle, il a perdu quelque part le sens à son existence. Et c'est pourquoi il se pose plein de questions sur le sens de la vie, parce qu'il ne le comprend pas, parce que justement, il n'est plus connecté avec cette dimension spirituelle. Alors, j'espère que vous avez suivi sur cette petite dérive que j'ai faite. J'en suis désolé. Ça m'arrive quelquefois de faire des petites choses comme ça. Donc, vous avez quand même compris, je pense, que à travers donc les 7 étapes de la réalisation de l'être, quand on prend le temps nous-mêmes en tant qu'être humain de se positionner par rapport à ça, on comprend que l'idée de tout cheminement de réalisation en tant qu'être humain, c'est certainement de chercher donc, dans un premier temps, en tous les cas, à se rappeler quelque part quel est mon potentiel. Pour faire un résumé, là, quel est mon potentiel? À partir de quoi je peux construire mon projet? Ce potentiel-là, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer, de progresser? Ça, c'est le peu potentiel. Ensuite, dans ce peu potentiel-là, je dois évaluer concrètement la matière. De quelle façon ce peu potentiel-là, ce pure envie-là que j'ai en moi peut se manifester en la matière? Et ça, je peux prendre le temps de prendre un papier, un crayon, puis de noter comment ça peut prendre forme. Après ça, de quelle façon que ce peu potentiel-là, maintenant, je peux le partager avec le monde? Le partager avec le monde, ça veut donc dire le don de soi. C'est-à-dire de quelle façon que je peux communiquer avec le monde pour que le monde, quelque part, ait envie d'être avec moi, puis de partager avec moi ce projet-là que j'ai avec eux. Donc ça, c'est une deuxième étape fort intéressante. Puis après ça, évidemment, l'action-réaction qui va me permettre de comprendre de quelle façon que moi, j'agis et je réagis aux situations, aux événements de la vie. Est-ce que j'ai réagi en accord avec mon passé, avec mes blessures, ou est-ce que j'agis en accord avec un être qui est digne d'être qui il est vraiment, donc qui assume vraiment le leader qui est en lui et qui a envie donc d'être un leader qui est digne, qui répond justement à un objectif élevé finalement. Et après ça, évidemment, on tombe dans la maîtrise. La maîtrise, c'est cet individu justement qui reconnaît qu'il a atteint un certain niveau de conscience, qui lui dit, ah ben oui, moi, maintenant, j'ai compris quelque part ce que j'avais envie d'offrir à la société, et voilà ce que j'avais envie d'offrir à la société, et j'ai envie de l'offrir avec la maturité que j'ai acquise, c'est-à-dire en comprenant ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Hein, c'est un peu comme si j'arrivais à maîtriser donc mon être parce que je comprenais ce que j'étais capable de proposer et je comprenais également ce qui était envisageable de proposer aussi à la société. Je ne suis pas naïf là-dedans. J'ai compris à quelque part que j'allais pouvoir changer le monde demain matin, donc je vais changer le monde ce que moi je me sens capable de faire. Ensuite, il y a dans le pouvoir d'intention qui va venir par la suite, qui m'amène donc à cette capacité de comprendre l'intention. L'intention, c'est qu'est-ce que j'en fais moi. Je peux être en méthode maîtrise, mais de quelle façon que j'utilise l'énergie. De quelle façon, quelque part, toutes les actions que j'aimais, toutes les pensées que j'aimais, tous les gestes que je pose, c'est quoi les intentions qui sont derrière. Alors, ça demande donc une forme d'authenticité envers soi-même, puis ça demande aussi de comprendre effectivement l'acte créateur que j'ai en tant qu'être humain. L'acte créateur, c'est qu'est-ce qui anime mon être, qui fait que j'ai agi. Hein, c'est ça un peu toute la réflexion qui est autour de ça. Le détachement, c'est de comprendre qu'à chaque fois que je fais des actions, bien évidemment, j'ai beau faire plein d'actions, ces actions-là, quelque part, me ramènent à un moment donné à la réalité. La réalité, c'est que la vie me transmet un message et je dois apprendre à me détacher des actions que je pose pour être capable d'accueillir ce que la vie a envie de me témoigner et donc de pouvoir mieux assumer, mieux intégrer, mieux travailler mon être pour être en mesure donc de pouvoir me détacher absolument de ce que j'aurais envie que la vie soit si la vie me témoigne autre chose. Et donc, la dernière étape, c'est donc la fameuse mission de vie, c'est le sens de mon existence, et de quelle façon que je peux donner sens à mon existence. Et c'est quelque chose qui est renouvelable, évidemment, tout au long de notre vie, hein, parce que souvent, la vie peut nous amener à nous perdre un petit peu le sens de notre vie. Donc, renouer contact avec le sens de l'existence, c'est fondamental. Donc voilà, c'était les fameuses 7 étapes de la réalisation de l'être. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient envie que je fasse une petite démonstration. C'est toujours un petit peu ce que je fais
à la fin. Puis dans ce cas-ci, je fais une petite démonstration qui pourrait tenir compte aussi de ces 7 étapes de la réalisation de l'être. Donc, il suffirait que quelqu'un se présente à moi pour que je puisse le manifester, que ce soit sur Facebook ou sur la salle virtuelle. Je vais prendre la première personne qui va se présenter à moi. Donc, si vous le voulez, bien sûr, parce que s'il n'y a personne dans le groupe de la salle virtuelle, OK, des gens qui sont en formation avec moi, donc qui sont peut-être moins un petit peu intéressés. Oui, OK, Manuel là. Donc, Guy va dire, OK, d'accord. Donc, Manuela, ben, ce que je peux faire dans un premier temps pour regarder avec toi, c'est de regarder au niveau de tes 7 chakras, de regarder un peu l'énergie. On a vu 7 énergies, quelque part 7 étapes de la réalisation de l'être. Regardez laquelle des étapes sur lesquelles il y a une perturbation. On pourrait commencer comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça pourrait permettre de commencer par regarder un petit peu ce qui est là. Tu vois, ce que je sens, Manuela, c'est vraiment l'étape de. C'est chakra 5 qui ressort beaucoup. Le chakra de la gorge, le chakra du créateur, qui est relié donc au pouvoir d'intention. Et dans ton cas, qu'est-ce qu'on ressent très clairement par rapport à la gorge? C'est un être créateur, c'est quelqu'un qui veut énormément, mais énormément, avec beaucoup de force, beaucoup de puissance, qui veut se réaliser. Alors, c'est vraiment ça que la première chose que je dirais à ce niveau-là. Et quand on veut se réaliser avec beaucoup de force et beaucoup de puissance, ben quelque part, on peut, je dirais ça comme ceci, s'exciter, devenir excité. Excité par l'envie de vouloir se réaliser. Donc, l'intention, quelque part, nous amène à monter l'énergie de la gorge vers la tête. Et là, on devient excité par le fait, quelque part, qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire, puis plein de choses qu'on pourrait réaliser, mais ça devient tellement, tellement dans la tête, en fin de compte, l'excitation, qu'on n'arrive plus à prendre l'énergie qui est là, puis en faire quelque chose qui pourrait descendre dans la matière, tu vois. Et c'est ça un peu que je te dirais dans un premier temps, c'est que là, on va explorer, parce que là, je vais faire descendre l'énergie vers le bas, pour voir un petit peu comment ça va descendre dans ton corps, puis on va pouvoir aborder les étapes qui pourraient être travaillées pour permettre sans doute ce potentiel créateur à pouvoir se réaliser si tu veux bien. Ça va? Tu vois, ce que je sens de toi, Manuela, c'est toute l'idée. Toi, on vient avec la notion du serviteur, qui est relié au chakra du cœur. Quand j'essaie de faire descendre l'énergie de la gorge vers ton bas de corps, vers les pieds, finalement, ce que je vois, c'est le cœur qui réagit en premier. Donc, une résistance qui se fait là. Et cette résistance-là est beaucoup reliée à la trahison. Hein? La trahison, bien évidemment, c'est quoi? C'est le sentiment quelque part que j'ai beau faire plein de belles choses, entre guillemets, tu vois, je suis une créatrice, je suis une belle personne, je fais plein de choses. Puis à quelque part, ces plein de choses-là, finalement, je les fais. Puis dans mon cœur, qu'est-ce que je sens? C'est la fatigue de voir des gens qui ne sont pas à la hauteur de qui je suis. Ils ne sont pas à la hauteur ou à la lumière de ce qui je suis. Tu vois, ils ne sont pas aussi rayonnants que moi. On va dire ça comme ça. Et que moi, ça me fait mal parce que ça me donne l'impression que les gens m'utilisent. Ils m'utilisent pourquoi? Mais parce que justement, j'ai pas d'ancrage. L'ancrage, il me servirait à quoi? Il me servirait à ramener dans mon corps ce que je suis et à ramener à quelque part ce que j'ai envie de partager avec l'autre. Tu vois? Quand on descend la matière puis on s'incarne, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte d'une part que des pleurs. Les pleurs, c'est relié à quoi? C'est relié justement à la tristesse. La tristesse de ne pas avoir été accueilli, de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. Tu vois, il y a comme des choses comme ça que je sens chez toi. Puis qu'évidemment, quand on descend davantage cette énergie-là dans le plexus solaire, le ventre, le bassin, tout ça, qui sont toutes les étapes fondamentales de la réalisation de l'être, ce qu'on sent, c'est que il y a vraiment comme une femme qui s'est tout donné, tu vois. Et ça me fait penser au communicateur. C'est une femme qui s'est tout donné, qui a tout donné qu'est-ce qu'elle était, sans aucune considération. C'est-à-dire que quand on se donne à 100% et on ne regarde pas la monnaie de la pièce. C'est-à-dire on se donne, on se donne, on se donne et on ne calcule pas. Et quand on en arrive à se donner, comme ça, c'est très beau, mais à un moment donné, on arrive à se dire, mais merde, je donne, je donne, je donne, mais je ne reçois pas. Qu'est-ce que je mérite de recevoir? Donc, à un moment donné, j'en arrive à me dire, mais merde, j'en ai assez.
J'en ai assez quelque part de faire des efforts. On pourrait presque dire ça comme ceci, faire des efforts avec des êtres humains. Les efforts avec les êtres humains, ça implique effectivement le don de soi, par exemple. Ça implique aussi cette notion d'action-réaction. Ça amène la notion de maîtrise, hein. C'est-à-dire que ces trois zones-là, les 2, 3 et 4, le sacré, le solaire, le cœur, c'est trois étapes vraiment importantes pour toi, je pense, Manuela, parce que c'est là que tu commences à comprendre quelque part que moi, je suis en échange avec quelqu'un, en partage avec quelqu'un, quelle que soit la personne. Le partage que je vais avoir avec la personne me met dans une position où je dois m'aligner devant elle, je dois m'assumer. Si je m'assume, je peux lui tendre la main. Et si l'autre personne est là, ben, elle peut me tendre la main. Et là, il y a la zone de partage qui s'effectue. Dans cette position-là, je ne suis pas en train de me mettre dans une position où je perds pied. Je suis au contraire dans une position où j'assume que je suis dans une zone de partage et que j'assume à quelque part que dans cette position-là, je peux assumer mon guerrier. Le guerrier, finalement, à quoi il sert? Il sert, lui, justement, à me dire, OK, de quelle façon je vais agir devant cette personne-là? Est-ce que je vais agir comme j'ai toujours agi? Parce que jusqu'à maintenant, comment tu agis, toi, c'est que tu t'es donné. Est-ce que le guerrier va encore te donner, action-réaction? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu t'es toujours donné trop. On peut voir ça comme ça. Et là, l'idée, c'est de dire, mais si je ne me donnais pas du tout, par exemple, tu sais, pour commencer, si je commençais à me permettre justement de reconnaître que je n'ai pas envie de me donner à l'autre, mais j'ai envie, à quelque part, de reconnaître mon désir de prendre place dans mon intérieur, dans mon être, puis de commencer justement à dire à cette personne, regarde, moi, j'ai pas envie de te donner rien, j'ai envie au contraire que tu me donnes quelque chose. Alors évidemment, c'est une caricature que je fais, mais cette idée que l'autre personne me donne quelque chose me met dans une position bien différente. Je ne suis pas en train de me donner à 350% envers l'autre, je suis en train de créer une zone de partage où je dis à l'autre personne, regarde, moi, je veux bien partager avec toi, mais si tu veux qu'on partage ensemble, il va falloir que tu me donnes quelque chose aussi. Moi, je pourrais donner, je sais que je peux donner, mais toi aussi, j'aurais envie que tu me donnes. Donc, on se retrouve dans une position où on assume un besoin. Et ce besoin-là, quelque part, c'est touche vraiment la femme qui est coupable. Pourquoi je dis la femme coupable? Parce que la femme coupable, c'est la femme qui est un peu comme un enfant, qui a l'impression qu'à chaque fois qu'elle demande quelque chose, en tant qu'enfant, elle demande quelque chose de trop. Elle demande trop, toujours. Donc, parce qu'elle demande trop, elle n'a pas le droit d'être la femme qu'elle est. Et c'est ça que tu as intégré dans ton expérience de vie, c'est que tu t'es programmé à croire que tu n'as pas le droit d'être la femme que tu es parce que tu en demandes toujours trop. Et parce que tu en demandes toujours trop, tu t'es dit, je vais donner tout. En donnant tout, mais quelque part, j'avais l'impression, quelque part, qu'on ne me reviendra plus là-dessus. Mais le problème, c'est que justement, c'est qu'en te donnant complètement, tu t'es éloigné complètement de ta nature profonde. Ta nature profonde, c'est une femme qui s'assume et qui a envie justement d'être dans une position où c'est davantage le serviteur qui est présent. Toi, le serviteur, qu'est-ce que c'est? C'est le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, c'est la maîtrise. Et pour être dans une position de maîtrise, on doit arrêter d'être la victime. On doit arrêter d'être dans une position où la femme se donne trop. Parce que si elle se donne trop, elle tombe dans la position de victime. Alors, si elle se met dans une position où elle assume cette zone de partage et elle l'assume d'une façon assumée dans un pouvoir qui est relié au plexus solaire, puis qu'elle assume à quelque part la maîtrise qui est reliée au chakra du cœur, comme on le faisait dans la conférence, bien à ce moment-là, elle devient quelque part un être rayonnant. Un être rayonnant qui reconnaît justement qu'elle a envie de réaliser des choses et que pour réaliser des choses, bien, il faut effectivement qu'elle se retrouve avec des gens qui vont être capables de vibrer au même diapason qu'elle, qui vont être capables de la nourrir au même diapason qu'elle. Tu vois, c'est ça un peu que je sens de la démarche. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Manuela. Je vais simplement lui laisser le temps de me répondre. Alors évidemment, là, on le fait un petit peu, absolument, je fais toujours ça un peu pédagogique, la démonstration que je fais. Je vous présente un petit peu comment la pleine conscience intuitive fonctionne, décodage, déprogrammation et soins. Mais là, j'ai fait une façon un peu plus spontanée, disons, sans passer par cette voie pédagogique-là, mais plus pour vous faire vivre de toute façon l'exemple des 7 étapes, de voir un petit peu chez un individu de quelle façon on peut identifier les étapes qui étaient plus déficientes, etc. Je ne sais pas si j'ai bien réussi à vous le démontrer, mais bon, c'était un peu l'exemple que j'avais envie de faire avec vous. Et je vais attendre donc Manuela pour me dire, qu'elle me dise un petit peu comment elle reçoit l'information. Si elle a des questions ou des commentaires pour qu'on précise des choses à ce sujet-là. Donc, on attend toujours Manuela si tu veux nous répondre. Alors donc, peut-être pour vous continuer, c'est que moi, à la fin de cette conférence-là, je vais vous laisser un lien sur Facebook si vous êtes intéressé à des programmes d'enseignement qui sont proposés avec des offres fort intéressantes pour vous permettre donc de découvrir
la transformation de l'être, donc de définir un peu la mission de vie, comment on peut se réaliser, etc. Mais également des programmes d'auto-guérison, des programmes également d'harmonie des émotions et d'alignement et éveil spirituel. Donc, c'est des programmes qui incluent des enseignements pédagogiques, mais aussi des consultations, donc d'être accompagné dans la démarche. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez riche. Et Manuela me dit, c'est juste. Ben, bravo Manuela, je suis content. Est-ce que tu as des questions maintenant par rapport à ça avant qu'on termine? Donc ça, je disais, c'est que vous allez donc avoir un lien que vous allez pouvoir trouver sur Facebook pour ceux sur Facebook et pour les gens qui sont dans la salle virtuelle de l'école, vous allez pouvoir, je l'ai déjà inscrit, le lien dans la salle virtuelle. Donc vous allez pouvoir jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé aux diverses propositions qui sont des promotions, des prix intéressants, je crois, qui offrent des bels enseignements puisqu'on fait, vous apprenez des choses, puis en même temps on vous accompagne par des consultations. Donc vous êtes vraiment, vous bénéficiez non pas seulement de, d'enseignement pédagogique, mais vous avez également un accompagnement thérapeutique à travers plusieurs voies qui vous sont offertes dans les propositions qui sont présentées dans la petite vidéo qui va être dans le lien que je vais vous envoyer pour ceux de Facebook et pour ceux de la classe, ceux qui sont déjà membres de l'école, ben, vous allez recevoir un mail de toute façon avec le vidéo en question si vous êtes intéressé. Voilà. OK, donc Manuela, où es-tu? Que deviens-tu? Oui, OK, il me revient. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je change mes relations, car ça ne marche pas. Ouais, ben, moi, je pense à quelque part qu'il y a toute la notion de royauté. Tu sais, qu'on est une victime, j'exagère avec les termes, Manuela, mais la victime, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est qu'elle cherche à se faire reconnaître par la personne qu'elle reconnaît comme étant supérieure à elle, d'une certaine façon. Hein. Lorsqu'on est un enfant, on est avec des parents ou avec des gens adultes, et ces adultes-là, quelque part, sont peut-être pas des gens qui sont en mesure de nous apporter ce qu'on recherche, mais on va s'entêter à vouloir leur demander. Et quand on est un adulte, ben on s'assume, puis on se dit, ben non, moi, c'est pas ça que j'ai envie comme reflet, j'ai envie d'avoir un reflet qui soit à la hauteur de qui je suis, et pour ça, ben, je dois assumer qui je suis, et je dois maintenant aller chercher des gens qui vont être au même diapason de ce que je suis. Tu vois, c'est ça un peu que je sens, moi, de ça. Et c'est là que le 2, 3 et 4, la deuxième étape, la troisième et quatrième étape sont importantes pour toi, Manuela, parce que c'est là que tu peux retrouver, je dirais, une puissance et une force. Et cette puissance et cette force-là, ben, quelque part, je pense qu'elle peut être vraiment intéressante pour toi de réfléchir le don de soi, qui est donc évidemment cette position, oui, je partage, mais avec qui je partage? Est-ce que je partage des choses intéressantes? Est-ce que je partage des choses qui me permettent donc effectivement de sentiment que j'ai un partage qui est stimulant, qui est heureux, qui me nourrit, qui me fait du bien? Donc ça, c'est une première étape, tu vois. L'action-réaction, comment je réagis face aux situations? Est-ce que je réagis à la hauteur de ce que je devrais agir? Est-ce que les autres aussi réagissent d'une façon juste? De quelle façon que moi je peux agir d'une façon qui soit en harmonie avec la grandeur de qui je suis, mais en accord avec la volonté que j'ai de m'assumer, de me protéger, de me respecter, tu vois? C'est ça un peu l'idée. Puis la maîtrise, bien maintenant, elle va découler de ça en quelque sorte, tu vois? Je ne m'autorise pas à ce que l'autre me donne. Je ne m'autorise pas à ce que l'autre me donne. Mais là, tu vois, ça c'est intéressant parce que ça touche le don de soi. Hein, le don de soi, quelque part, je me donne, et je me donne à quelque part cette zone de partage. Je peux donner à quelqu'un, mais l'autre doit me donner quelque chose. Aussi, dans cette zone de partage-là, c'est ça le partage. Le partage ne peut pas se faire uniquement parce que je suis. Moi, je peux témoigner quelque chose à quelqu'un, l'autre personne, quelque part, parce qu'elle m'entend, parce elle vibre avec moi, donc on partage quelque chose. Et c'est cette vibration qui est importante. C'est cette zone de partage-là qui se fait à travers ça. Et toi, ce que je sens par rapport à toi, Manuela, c'est que la zone de partage, c'est tout lié à l'idée de dire, et là je touche un peu la notion de prétention. Tu vois, la prétention, c'est de dire, de croire que parce que je suis mieux, entre guillemets, l'autre personne ne me comprendra pas. Et c'est pour ça que je ne reçois pas de l'autre. Parce que l'autre, à quelque part, n'est pas dans une zone de partage avec moi. En fin de compte, l'autre est simplement là pour me regarder. Et il ne partage pas avec moi parce qu'il n'est pas capable de partager avec moi, parce qu'il n'a pas le même niveau de conscience que moi, par exemple. Tu vois, ça, c'est un autre truc qui serait intéressant pour toi à regarder, parce que ça veut donc dire quelque part que tu te prives, parce que quelque part, tu considères que la personne qui est devant toi n'a peut-être pas la capacité de pouvoir partager avec toi au même diapason pour au même niveau. Alors que finalement, cette autre personne-là, qu'est-ce qu'elle te propose? C'est peut-être justement un partage qui te fait vibrer davantage avec le monde terrestre. Et le monde terrestre te fait peur parce que le monde terrestre est, entre guillemets, un monde d'échecs pour toi.
Et le monde d'échecs est relié à quoi? Mais il est relié au fait, justement, que tu t'es jamais permis de reconnaître que le monde de la matière était un monde, à quelque part, qui méritait sa place dans ta propre conscience. Et mériter ta place, ça veut dire retrouver tes jambes, retrouver tes pieds, reconnecter avec, justement, cette volonté d'être un bâtisseur. Et le bâtisseur, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un être, justement, qui arrête de contester la matière et qui commence à accepter, justement, de faire le pardon envers le monde terrestre en se disant je me pardonne d'en avoir voulu envers toi, monde terrestre, parce que je me rends compte que tu es important à mes yeux, puis que tu es fondamental pour ma réalisation. Et je dois cesser d'être en combat avec toi, et je dois donc finalement tendre la main envers toi, monde terrestre, mais envers peut-être tous les êtres humains qui reflètent quelque part cette dimension terrestre dans ma vie, parce que je me rends bien compte que je me suis éloigné à quelque part de cette réalité-là, et je dois maintenant faire la paix avec elle pour pouvoir justement prendre place dans ma propre vie. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, Manuela. Donc, voilà. Alors, comme je dis, vous allez avoir un petit lien qui va vous permettre donc d'accéder donc à des présentations, une présentation de différents programmes, puis de conférences également, qui sont gratuites également, mais qui ont déjà été faits qui ont déjà été enregistrés, que vous allez pouvoir visionner, qui vont vous présenter si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur différents sujets. Il y en a une sur la transformation de l'être, une autre sur l'auto-guérison, une autre sur l'harmonie des émotions et une autre sur l'aliment éveil spirituel. Ce sont des conférences gratuites qui vous donnent accès justement à une proposition ensuite. Tout ça, ça va dans un lien que je vais vous envoyer après la conférence. Pour ceux qui seront intéressés, vous ne pourrez que le visionner, si cela vous dit. Alors, Manuela, pour terminer maintenant, qu'est-ce que tu aurais de beau à nous dire? OK, donc peut-être Manuela va nous répondre un peu plus tard. Mais écoutez, je vais vous remercier donc pour l'ensemble donc de votre participation pour la conférence. Si vous avez des envies, évidemment, de me faire part de l'exercice que je vais proposer, de vous situer par rapport à chacun de ces 7 étapes-là et de vous donner un pourcentage, mais si vous avez envie de communiquer avec moi dans le chat sur Facebook ou encore par des mails ou comme vous voulez là, pour communiquer avec moi, mais n'hésitez pas à le faire. Ça sera toujours intéressant de jeter un coup d'œil par rapport à tout ça. Manuela, bien évidemment, si tu veux communiquer avec moi par mail ou par autre chose, par chat sur Facebook ou je ne sais quoi, bien, tu pourras le faire. On pourra peut-être continuer notre petite conversation. Euh, donc voilà, c'était un peu la conférence que j'avais envie de vous présenter. Évidemment, comme je disais tantôt, vous allez retrouver des liens pour d'autres conférences gratuites qui vous présentent un enseignement, des programmes avec des prix spéciaux. Donc, si ça vous dit, vous pourrez jeter un coup d'œil par rapport à tout ça, si cela vous dit. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.